Bonjour à toutes et tous. Je me présente, pardon, un peu vite. Je suis Samuel Sage, je suis directeur commercial de la société Extrémité, qui est la société organisatrice de cette table ronde qui nous réunit aujourd'hui. Donc on va donner la possibilité, et je prends plaisir à vous accueillir aujourd'hui. Donc tout d'abord, je voulais vous dire merci à toutes et tous d'avoir répondu présents aussi nombreux sur cet événement. Je vous rassure, on va parler de RGPD. Alors vous avez peut-être entendu parler de ces 4 lettres, et vous entendez encore parler, et encore, ça va s'intensifier dans les semaines à venir. Donc s'il y a une personne qui s'est trompée de salle, elle peut quand même rester ici, parce qu'elle va apprendre beaucoup de choses sur ce sujet. Pour clore ce petit mot d'accueil, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à bien vouloir mettre vos téléphones en mode silencieux, en mode vibreur, pour pouvoir bénéficier pleinement de cette table ronde. Pardon. Et qui plus est, on est filmé, donc je ne voudrais pas qu'on ait en bande sonore nos sonneries de téléphone. Juste après ce mot d'accueil, je ne pouvais pas m'empêcher de prendre quelques minutes, mais Christophe va me rappeler à l'ordre parce que je pense qu'on a déjà commencé en retard et il sait que je suis bavard. Donc je vais vous présenter l'extrémité en 3 lignes. J'ai un peu triché, j'ai fait 3 lignes, mais tu verras. Je vais essayer de respecter le temps qui était imparti. Extrémité, on est une entreprise régionale, on est une ESN. Alors une ESN, ça veut dire quoi? Une entreprise de services numériques. On a été créé en 2000 et on compte aujourd'hui 35 collaborateurs passionnés. Donc pour la plupart, il y en a qui sont ici dans la salle, notamment l'équipe commerciale. N'hésitez pas à les solliciter à l'issue de cet événement. On est une ESN où on intervient dans 3 pôles, 3 domaines d'activité. Le premier, les solutions applicatives. Certains d'entre vous nous connaissent sur ce domaine-là. Solutions applicatives, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on accompagne nos clients et nos prospects dans la mise en place, au fond de leur système d'information, sur des logiciels de gestion. En l'occurrence, Sage et Cegid, pour ne pas les citer, pour répondre sur des besoins standards dans les domaines de la gestion commerciale, gestion comptable, financière, gestion des RH, gestion de la paye, également aussi avec toute une couche de reporting. Et si besoin, on est en mesure aussi d'accompagner nos clients sur du développement spécifique pour des besoins qui ne seraient pas couverts de manière standard dans les offres que j'ai citées tout à l'heure. Le deuxième pôle de compétences, d'expertise, c'est les solutions web et digitales. Si vous avez un projet de création ou de refonte, souvent maintenant on est plutôt sollicité pour des refontes, de site internet, que ce soit un site vitrine ou un site marchand, on sera bien évidemment ravis de vous accompagner sur ces sujets. Le troisième, et pas des moindres, le pôle réseau, solutions réseau et sécurité informatique. Vous avez beau avoir les meilleures des solutions que j'ai pu citer avant, si vous n'avez pas une infrastructure serveur, une infrastructure réseau qui soit pérenne, évolutive et sécurisée, on va parler de sécurité aujourd'hui, ça ne sert à rien. Donc là, on est capable de concevoir et d'implémenter ces infrastructures, et aussi pour répondre aux différents usages que vous rencontrez ou pour lesquels vous êtes sollicité. On parle aujourd'hui de télétravail, on parle de mobilité, on parle d'interconnexion entre les sites, on parle de communication unifiée. Bien évidemment, on est en mesure, sur ce troisième pôle, de vous accompagner. Troisième ligne, je suis bon. Quelques chiffres, 650 clients nous font confiance sur la région Hauts-de-France. Cette confiance, elle s'accompagne aussi d'une satisfaction. On a à cœur, nous, de mesurer toujours cette satisfaction. C'est pour ça qu'on interroge régulièrement nos clients à l'issue de prestations ou à l'issue d'appels en hotline pour mesurer leur satisfaction. Et on a de la chance, on a des clients qui nous répondent et en plus qui nous mettent des bonnes notes parce qu'on a eu une note l'année dernière de 9 sur 10. Quand on combine la confiance accordée par nos clients et cette bonne satisfaction, et ça se traduit par un taux de renouvellement de nos contrats qui est de 92%. Parce qu'effectivement, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais dans toutes les solutions qu'on propose, logiciel de gestion, le web ou l'infra-réseau, toutes nos solutions sont accompagnées de contrats pour ne pas vous laisser seul face aux différents enjeux auxquels vous êtes confrontés. Une dernière chose, s'il y avait quelque chose à retenir de tout ce que je vous ai dit, c'est notre signature, c'est un peu notre, enfin c'est pas un peu, c'est notre baseline. Elle apparaît en 4 mots en dessous de notre logo. C'est vous simplifier l'informatique. Ça c'est ce qui nous anime chaque jour. C'est pour ça qu'on se lève le matin, c'est pour simplifier votre informatique.
Et là, aujourd'hui, quand on se dit on veut simplifier l'informatique de nos interlocuteurs, il faut savoir prendre le temps aussi de vous expliquer, de se poser à un moment, de réunir aussi différents intervenants, différents experts sur le sujet, pour vous accompagner et répondre à vos questions sur les enjeux et aussi sur les nouvelles réglementations, en l'occurrence la réglementation européenne dont on va vous parler tout à l'heure. J'arrête là, je te rassure. Je vais laisser la parole à Christophe Pérus, qui est l'animateur de cette table ronde, et qui vous présentera les différents intervenants. Merci Samuel. Donc moi je suis Christophe Pérus, je suis le directeur technique d'Extrémité. J'interviens effectivement chez les clients, vous me voyez quelquefois sur du conseil, sur de l'avant-vente et sur de la réalisation aussi. Cette table ronde, on a décidé d'inviter certains partenaires d'Extrémité, parce que même si on fait de la sécurité, on ne peut pas être sur tous les fronts. Donc on a invité des sociétés avec lesquelles on travaille régulièrement sur ces domaines-là. Et on a la chance d'avoir un avocat, enfin une avocate, je ne sais pas comment on dit, si un avocat, parce que le RGPD, c'est un sujet avant tout très légal, puisqu'il y a des articles, il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours tous. Donc elle va pouvoir nous éclairer sur un certain nombre de sujets. Donc je vais les laisser se présenter un par un, dans l'ordre, Juliette, Sébastien, les deux Sébastien et Quentin. Merci Christophe. Micro. Immense honneur. Ça fonctionne, c'est parfait. Donc je me présente, je m'appelle Juliette Chavan de Dalmatie, je suis donc avocat au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel, qui est un cabinet français originaire de Nantes au départ, et maintenant nous sommes présents à Rennes, à Lille, à Paris, à Bordeaux et à Lyon, donc une implantation régionale, mais sur l'ensemble du territoire national. Je travaille moi au sein de l'équipe propriété intellectuelle et nouvelles technologies à Paris, sous la responsabilité d'un associé qui s'appelle François Herp, et je m'occupe particulièrement donc, sans surprise, des questions liées au droit des données personnelles, et plus généralement au droit des nouvelles technologies, c'est-à-dire des contrats informatiques, aussi bien en contentieux qu'en conseil. Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer, dans la mesure où je comprends moi-même ce qui vous est demandé de respecter, l'ensemble de ces nouvelles obligations liées au GDPR. Mais pas de panique, moi je considère qu'il y a beaucoup déjà d'existants et que c'est un renforcement, donc allons-y tranquillement. Deux Sébastien. Bonjour, donc je suis le premier Sébastien, donc je suis Sébastien Geste. Je fais partie donc de Vadesecure, dont vous avez peut-être entendu parler, puisque la société est à M, anciennement Vadé Rétro Technologies. Si vous ne connaissez pas, Vadesecure, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la sécurisation de la boîte mail, et qui sécurise 500 millions de boîtes mail dans le monde, dans 76 pays. Alors, la société est de M, mais on a des implantations aux États-Unis, en Asie, au Canada et en Europe. Et moi, mon travail, donc je suis évangéliste technique. Mon travail, c'est de parler et d'analyser les menaces autour de l'email. Alors aujourd'hui, on va parler RGPD, mais habituellement, je parle plutôt de phishing, spear phishing, ransomware, malware, peut-être des choses que vous avez entendues, parce que maintenant, on en parle de plus en plus à la télé. Et je suis très content aujourd'hui, parce que c'est le deuxième événement que je fais avec Extreme IT, et voilà, et je suis vraiment très content d'être ici aujourd'hui. Voilà. Le deuxième Sébastien. Donc Sébastien Voras, je fais partie de l'équipe consultante de Kaspersky depuis à peu près 10 ans. Donc Kaspersky, c'est le 4e éditeur mondial de sécurité. On équipe à peu près 400 millions d'utilisateurs dans le monde, que ce soit les particuliers jusqu'aux très grands comptes. Aujourd'hui, je vais vous parler peut-être de quelque chose que vous connaissez beaucoup moins chez nous. Vous connaissez bien nos produits, je pense. Vous connaissez peut-être moins une nouvelle gamme qu'on a maintenant depuis 2 ans au catalogue, qui est la sensibilisation des collaborateurs, et qui s'inscrit complètement dans les RGPD, puisque ça fait partie des exigences de celle-ci. Voilà. Bonjour, donc, je m'appelle Quentin Tillem, donc je suis consultant en vente chez Stormshield. Donc Stormshield, on est une société donc, leader européen pour la sécurisation de l'IT et de l'OT. Je vous présenterai, je vous parlerai un peu tout à l'heure de ce qu'on fait. Donc
donc, au sein de Stampsheet. Il faut savoir qu'on a plus de 17 ans d'expérience sur le domaine donc, de la sécurisation de l'IT. On est issu de la fusion de deux sociétés que vous connaissez peut-être, Netask et Harpoon. On a été racheté donc, par Airbus. Et donc aujourd'hui Airbus est à 100% en fait notre actionnaire, et donc on dépend d'eux dans la branche cybersécurité. Et donc voilà, donc, dans ce cadre-là, dans le cadre en fait de la RGPD, on a aussi bien évidemment des choses qu'on va pouvoir vous amener, avec lesquelles en fait vous allez pouvoir travailler en fait et mettre en place pour répondre à ce nouvel règlement. Vous gardez le micro. Merci à tous. Cette table ronde, je vais l'animer au mieux. J'ai préparé une liste de questions sur lesquelles les intervenants vont répondre en fonction de leur sensibilité et de leur connaissance. On laissera un petit moment à la fin pour avoir des questions un peu ouvertes de votre part, mais j'ai essayé de poser le débat en disant voilà, qu'est-ce que les clients nous demandent de temps en temps, ça commence à s'intéresser. Et donc la première question, qu'est-ce que finalement le RGPD, quelle est sa portée, et qu'est-ce qu'il va falloir faire rapidement ou moins rapidement sur ce domaine-là. Qu'est-ce que le RGPD? Qui peut nous répondre rapidement en quelques mots? Alors le RGPD, je crois que vous avez tous compris qu'il s'agit d'un règlement européen qui vise à protéger les données personnelles, d'où son nom. On utilise plus souvent le terme de GDPR, qui est exactement la même chose mais en anglais, GDPR. Quel est son objectif? Alors le GDPR vient en fait remplacer la directive de 95. Et la directive de 95 était déjà très inspirée de la loi française qui date de 1978. Donc, ne soyons pas perdus, beaucoup de concepts existent depuis 1978. La loi a d'ailleurs très bien vieilli puisqu'elle est encore applicable. Aujourd'hui, modifiée certes, mais toujours applicable. Pourquoi est-ce que le législateur européen a décidé d'adopter en avril 2016, après plus de 4 ans de discussion, de lobbying, de tergiversation, donc pourquoi le règlement européen a-t-il été adopté? Eh bien, il s'agit tout d'abord de renforcer, on va dire, les obligations des responsables et des sous-traitants, c'est-à-dire de tous les acteurs qui ont vocation à traiter des données à caractère personnel. On fera peut-être un petit point, ou si vous voulez, je le fais tout de suite. Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? Qu'est-ce qu'un traitement? Une donnée à caractère personnel, retenez une chose simple, c'est tout. Toute information qui vous permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Donc concrètement, c'est un identifiant, c'est un numéro de sécurité sociale, c'est un numéro de téléphone, c'est une adresse. Tout peut être catégorisé comme une donnée à caractère personnel. Une adresse IP, par exemple, vous êtes plus technicien que moi, donc je ne vous expliquerai pas ce qu'est une adresse IP, mais l'adresse IP était considérée par la CNIL, et encore récemment, ça a été rappelé par la Cour de cassation et par la CJUE, l'adresse IP est bien une donnée à caractère personnel, les adresses email évidemment. Un traitement, qui est la définition corrélative, un traitement c'est toute opération. Toute opération de collecte, de traitement, de diffusion, de prise de connaissance, d'analyse, de marketing. Toute opération est aujourd'hui, au sens de la loi française et européenne, considérée comme étant un traitement. Donc une fois que vous avez défini une donnée personnelle et un traitement, vous êtes capable de dire que vous êtes dans le champ d'application de la loi des données à caractère personnel, et notamment du GDPR qui sera applicable à partir de mai 2018. Alors concrètement, maintenant qu'on a posé les jalons, on va dire, principaux, le GDPR vient donc renforcer les obligations des responsables et des sous-traitants, vient augmenter les droits des personnes concernées. Quand je dis les personnes concernées, je pense très concrètement à vos salariés, à vos clients sur Internet ou pas, à vos prospects, sur tous les sites web, quand vous collectez des informations sur vos prospects. Toutes ces personnes-là sont désignées comme étant les personnes concernées par les traitements de données à caractère personnel.
Et dès lors, ils ont des droits de s'opposer au traitement, des droits de retirer leur consentement, des droits d'exiger de vous, responsables de traitement, la portabilité de leurs données auprès d'un autre prestataire, toute une série de droits sur lesquels on pourra revenir de manière différente. Mais surtout, et j'interviendrai par là, je ne vais pas c'est trop longue, vous m'arrêtez si vous en avez tous marre. Surtout, le GDPR, c'est un changement de paradigme. Avant, c'était simple, vous allez me dire non, on ne comprend déjà rien, mais si, en fait, c'était simple. Le système était, je fais un traitement, je déclare à la CNIL mon traitement, mes données, ses finalités, mes prestataires. Maintenant, le système n'est plus celui de la déclaration préalable à l'autorité de contrôle. Maintenant, le système est celui de la responsabilité des acteurs qui doivent être en mesure de documenter et de justifier leur conformité aux nouvelles dispositions. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez plus l'obligation de faire vos déclarations, mais qu'à tout moment, si un contrôle est diligenté à l'intérieur de votre société, vous devez justifier que vous avez bien respecté vos obligations. Ça veut dire que vos traitements sont licites, ça veut dire que les mesures de sécurité nécessaires par rapport aux données traitées, par rapport aux risques identifiés ont bien été mises en place ab initio et puis tout au cours de l'évolution du traitement. Donc ça c'est ce qu'on appelle le principe d'accountability, vous l'avez peut-être déjà lu, c'est le fait de pouvoir justifier de sa conformité et c'est le changement majeur, on va dire, du GDPR. Le dernier changement, mais ça je vais laisser la parole parce que ça c'est moins juridique, mais retenez cette deuxième chose qui est très importante. Le GDPR renforce principalement les obligations de sécurité. On essaye d'éviter maintenant les violations de données, on renforce les moyens techniques pour protéger les données à caractère personnel. Voilà, en quelques mots, ce qu'est le GDPR. Merci beaucoup. Alors, ce qui est formidable avec un avocat, c'est quand on lui pose une question, il répond à 3. Donc, on a défini qu'est-ce que le RGPD, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel, qu'est-ce qu'un traitement de données. Est-ce qu'on peut... Il y a quelque chose que je n'ai pas entendu. À qui ça s'applique, en fait, le RGPD, finalement? Alors, le RGPD s'applique à toute entreprise qui collecte et traite en France et dans l'intégralité des membres de l'Union européenne des données à caractère personnel. Le RGPD s'applique également à toute société établie en dehors de l'Union européenne, mais qui traite les données des citoyens de l'Union. L'objectif de ce GDPR était bien évidemment de viser les GAFAM, donc les Facebook, Google, Amazon, Microsoft, qui traitent de multiples données à caractère personnel des citoyens de l'Union et qui n'étaient pas visés, en fait, qui n'étaient pas soumis à la réglementation européenne. Et donc, l'extension du champ territorial de ce règlement permet de les soumettre désormais au droit de l'Union. Très bien, merci. Donc ça s'applique à toute société. C'est fait pour protéger les citoyens que nous sommes, entre autres. J'ai lu dans certains articles sur le RGPD qu'il y avait une personne importante dans la société qui s'appelait le DPO, qu'il fallait nommer. Est-ce qu'on peut en dire plus là-dessus? Qui est le DPO? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est une mission de plus? Quelles sont ses missions, ses moyens, peut-être? Alors vous n'avez pas dû en rencontrer beaucoup parce que pour l'instant c'est pas encore obligatoire au sens de la loi. Alors le DPO, ça veut dire quoi? Ça veut dire Data Protection Officer. J'ai pas de traduction en français, je suis désolée. C'est l'équivalent du SIL en fait. Vous avez peut-être déjà nommé des SIL correspondants informatique et liberté dans vos sociétés. Le DPO c'est le prolongement. Alors, il n'est pas obligatoire dans toutes les sociétés, il est obligatoire simplement pour les personnes publiques, il est obligatoire également pour l'intégralité des sociétés qui traitent, on va dire, des données, qui organisent des traitements, excusez-moi, qui comportent des risques, et pas seulement des risques occasionnels, et qui traitent ce qu'on appelle des données sensibles. Alors maintenant le GDPR nous parle de catégories particulières de données.
Pour faire simple, une donnée sensible, qu'est-ce que c'est? C'est une donnée qui traite de votre identité sexuelle, de vos préférences syndicales ou politiques, ou tout ce qui est donné de santé, tout ce qui est donné également de condamnation, d'infraction. Tout ça, c'est des données sensibles. Dès lors que vous traitez des données sensibles, dès lors que vos traitements ont un risque de sécurité ou de piratage identifié et important, vous êtes soumis à l'obligation de désigner un DPO. Le DPO peut être désigné en interne, ça peut être n'importe lequel de vos salariés. Un DPO peut également être un consultant externe, un consultant, un avocat. Le DPO peut également être désigné pour un groupe de sociétés. Alors, le DPO, quelles sont ses missions? Le DPO doit informer le responsable de traitement, c'est-à-dire arrêter cette direction, et le conseiller sur les traitements mis en place, sur les mesures de sécurité qu'il recommande, sur la conformité, les mesures au titre de la conformité qu'il faudrait mettre en place. Le DPO a donc une mission d'information et puis, au fur et à mesure de l'évolution des traitements, une mission de contrôle du respect de la réglementation. Le DPO est également le point de contact avec l'autorité de contrôle et c'est celui qui va tenir le registre. Alors, on va en parler, je ne vais pas répondre à la question parce que sinon Christophe va encore me dire que j'anticipe toutes ces questions. Donc voilà, donc le DPO c'est celui qui informe, qui organise en interne la conformité et qui contrôle le respect des obligations du responsable ou du sous-traitant. Nous, notre conseil, parce qu'on a beaucoup discuté avec nos clients de qui on nomme, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est compliqué. Alors oui, c'est un peu contraignant parce que le DPO il doit être responsable 24/24 dans l'éventualité d'un contrôle. Mais surtout, le DPO, il doit avoir une vision transverse de tous les métiers de l'entreprise. Pourquoi est-ce que le métier du DPO va devenir intéressant? C'est parce qu'il va être capable de mettre autour de la table, en réalité, le directeur juridique, le DSI, le responsable des achats, le responsable du market, et qui va dire, bon les gars, on se met autour de la table, qu'est-ce qui fait que nos données sont aujourd'hui en sécurité? Est-ce que les RH ont bien respecté les règles en matière de recueil du consentement des salariés? Est-ce que, alors ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, cette histoire de droit social, rien à voir avec le GDPR? Si vous ne collectez pas correctement les données de vos salariés et que vous voulez un jour les licencier, si la loi informatique et liberté, donc demain le GDPR, n'a pas été respectée, cette collecte de données est inopposable et donc les informations que vous avez ne pourront pas être utilisées dans le cadre d'un licenciement. Donc vous voyez, les données personnelles, ça n'est pas que une histoire de conformité à une réglementation européenne très loin de chez nous. Ce sont des enjeux extrêmement concrets, extrêmement précis, qu'il faut maîtriser, je pense, au quotidien dans l'entreprise. Donc le DPO aura cette fonction de dire en interne, voilà, posons-nous, réfléchissons, quelles sont nos obligations, identifions-les et vérifions qu'elles sont suffisantes pour répondre à nos obligations au terme du GDPR. Très bien, Sébastien, si vous avez quelque chose à rajouter peut-être? Ouais, juste une petite vision côté éditeur email. Comme disait Juliette, en fait, le boulot du DPO, ça va être justement de restructurer, avoir une vision transverse, structurer tout ça. Le premier travail en fait que vous allez devoir faire pour le mois de mai, ça va être de faire une analyse d'impact. L'analyse d'impact, c'est quoi? C'est quelles sont les données que vous avez chez vous, quelles sont les données à risque, avez-vous besoin de toutes ces données? Je pose une question, alors on va faire une chose très simple. Parmi vous, dans sa boîte mail, qui n'a pas archivé sur un stockage physique ou autre depuis des années? Donc ça fait 10 ans que vous êtes dans la même boîte, puis vous vous dites, bon, moi j'ai pas de quota, donc je suis à 10 gigas de mails, mais c'est pas grave, j'ai des mails d'il y a 10 ans, si j'en ai besoin, ils sont là. Vous pouvez lever la main, ceux qui ont des mails depuis Mathusalem dans leur boîte mail? Ouais, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la donnée, là on a parlé de la donnée au niveau atomique, c'est-à-dire une adresse IP, un nom, un numéro de sécu, etc. Mais en fait, là où le boulot du DPO va être, et il va être extrêmement complexe, et je pense que les produits de ces messieurs vont certainement pouvoir aider grandement, c'est qu'il faut penser au format de fichier. Vous allez en fait avoir des formats de données dits structurés et non structurés. Structuré, c'est la base de données. C'est votre base de données MySQL, c'est votre Salesforce, c'est voilà. Ça, c'est simple. C'est une base de données, vous avez un système de requête dessus, vous savez ce qu'il y a et vous pouvez du coup quantifier à peu près l'état de vos données.
Par contre, ce qui commence à être compliqué, c'est le non structuré. Et dans le non structuré, on va avoir du fichier CSV, du fichier Excel, ce que vous voulez, mais également du mail. Et dans ce mail, je suis quasi sûr que vous l'avez fait, moi-même je l'ai fait, un jour un commercial a besoin de relancer un certain nombre de clients et vous êtes allé dans votre Salesforce et vous avez fait un extract et vous lui avez envoyé par CSV. Là, vous diffusez de la donnée privée, en fait. Vous diffusez de la donnée de personnes. Et c'est ça qui va être très complexe, c'est qu'on parle de données, mais alors oui, une IP, etc., etc. Au bout d'un moment, comme on disait, privacy by design, c'est jusqu'alors les développeurs développaient avec des cahiers des charges, puis on se disait oui, on applique les bonnes règles, et puis normalement c'est bon au niveau de la sécurité. À partir de demain, ça sera plus ça. Il y a un grand nombre d'entreprises qui certainement se sont dit ouais, non, ça c'est le prototype, on n'a pas chiffré la base de données, les mots de passe, c'est pas grave, on verra ça après. À partir du mois de mai, c'est terminé ça. Ça, c'est terminé, puisque du moment où vous avez un leak de données, parce que vous avez entendu data leak, il y en a eu énormément depuis quelques années, du moment où vous avez une fuite de données et que cette fuite vient vers votre entreprise, vous devez l'annoncer à vos clients. Alors je redonnerai la main après sur les délais légaux, etc. Mais ce qui fait que vous avez, c'est un peu comme si vous avez une pseudo-bombe à retardement dans votre entreprise, c'est que vous avez besoin de données pour travailler, vous produisez de la donnée, mais vous devez maintenant certifier la sécurité de ces données, que ce soit par vous ou par vos prestataires. Et je vais donner peut-être la main, parce que je pense que vous avez certainement... Sébastien... Moi j'ai juste une question de curiosité qui n'a rien à voir avec Kaspersky, mais je pense que certaines personnes se la posent dans la salle. Une société de 5 personnes qui manipule ce genre de données, par exemple, ce sont que les données en France, mais bon, ils sont que 5. Comment ils font pour avoir un DPO? Est-ce qu'ils sont concernés par ça? Je pense qu'il est plutôt... Malheureusement, tout le monde est concerné dès lors que vous avez un risque. Si vous avez un traitement, qui est un traitement RH, et un traitement comptable, avec une base de données clients, et si vous avez 10 clients, et que vous avez mis le bon logiciel Kaspersky ou Vadesecure, il n'y a pas de risque. Il est simplement occasionnel. Donc, vous n'êtes pas obligé de désigner un DPO. Ce n'est pas obligatoire, sauf si vous êtes une personne publique, mais on va les exclure directement. Ça peut être utile dès lors que vous commencez à avoir un nombre conséquent de salariés, un nombre conséquent de traitements. Parce que je suis désolée Sébastien, mais l'impact de la réalisation des études d'impact, ce sera leur deuxième devoir. Le premier, ce sera la cartographie des traitements. La première question à se poser, c'est, une fois qu'on a compris ce que c'est qu'une donnée perso, c'est où est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce que c'est? Combien j'ai de fichiers? Est-ce que j'en ai 3? Est-ce que j'en ai 100? Est-ce que j'en ai 1 million? Donc le DPO, ça n'est pas obligatoire dès lors que vous n'avez pas des risques fondamentaux identifiés par rapport à vos traitements. Je pense que ça répond à votre question. Mais la CNIL a récemment sanctionné une entreprise qui avait seulement 4 salariés et qui faisait moins d'1 million de chiffre d'affaires, 700 000, je ne sais plus combien, et ils ont pris 25 000 € d'amende pour des problèmes de sécurité. Voilà, il y a une ligne de code qui a sauté. Personne n'est totalement à l'abri, mais la désignation du DPO n'est pas obligatoire. Merci. Donc depuis tout à l'heure, on parle de sécurité de données, sécurité de traitement, sécurité, alors j'ai pas encore entendu sécurité d'accès, mais on parle de sécurité au sens large en tout cas. Concrètement, quelles sont les mesures techniques, puisque la sécurité c'est de la technique quand même, enfin il y a de l'humain dans la sécurité, mais il y a aussi de la technique. Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place au sein de mon entreprise? Qu'est-ce que je peux mettre en place au sein de mon entreprise? Donc, sur le sujet, comme on l'a dit, c'est vrai qu'avant toute chose, c'est vrai qu'il faut d'abord cartographier, il faut faire une étude d'impact, on est d'accord. Mais au-delà de ça, effectivement, il faut aussi être conscient de ce qu'on a déjà en place, ce qu'on a pu déjà mettre en place. Typiquement, si vous avez déjà mis en place un firewall dans votre société pour vous protéger par rapport à des accès Internet, à des accès WAN ou autres, ce firewall, ça va être finalement déjà une première brique qui va vous permettre finalement de construire finalement cette sécurité par rapport à vos données. Le firewall, l'idée, ça va être de contrôler finalement pour l'ensemble en fait de vos utilisateurs également, de vérifier qui fait quoi et qui a accès à quoi
Et à partir du moment où vous avez cartographié vos données, vous devez être capable finalement de savoir que vous avez différents serveurs, que ce soit des serveurs de base de données ou que ce soit des serveurs de fichiers, donc de la donnée structurée ou non structurée. Vous devez savoir après qui a accès à quoi et dans quel but. Donc c'est dans ce travail en fait que vous aurez évalué et fait auparavant, donc dans cette étude d'impact, dans cette cartographie, vous saurez finalement à quoi servent ces données et qui doit avoir accès à ces données. Donc le firewall, ça va vous permettre après derrière de mettre en place les politiques d'accès qui sont en adéquation finalement avec finalement cet audit et donc cette étude que vous aurez réalisée auparavant. Donc c'est vraiment finalement peut-être juste quelque chose à repenser à ce moment-là, réorganiser, faire en sorte de bien segmenter, on va dire, les différents serveurs, les différents utilisateurs en fait au sein de votre entreprise et mettre en place derrière des politiques d'accès en fait qui sont en adéquation. Donc ça c'est, je dirais, la première brique en fait qui est essentielle quelque part pour apporter en fait un bon niveau de sécurisation et être quelque part compliant à la RGPD. Et puis c'est aussi ce qu'on va appeler effectivement, Sébastien l'a dit tout à l'heure, le privacy by design. C'est vraiment au sein de notre entreprise mettre en place les éléments nécessaires pour garantir finalement l'intégrité de vos données. Et donc voilà. Donc ça c'est le premier élément. Ensuite on peut mettre en place en fait d'autres éléments. Il va y avoir également des éléments de sécurisation au niveau des postes de travail, parce que finalement les données elles sont partout, elles ne sont pas que sur les serveurs, elles ne sont pas que dans les bases de données, elles sont aussi effectivement sur les postes de travail. Donc finalement les postes de travail aujourd'hui, on le sait, c'est aussi des cibles. Donc on a des nouveaux malwares qui ciblent les données, alors parfois uniquement pour essayer de vous rançonner, donc c'est les ransomware, c'est les cryptolockers, mais c'est aussi de manière plus sournoise, parfois, des nouveaux malwares qui sont juste là pour faire du vol de données et essayer d'extraire finalement des informations pour après les revendre au sein en fait de communautés de pirates, de communautés de hackers, pour essayer de monétiser tout ça. Donc ça c'est également un point essentiel de bien réfléchir à comment je sécurise mes postes de travail, notamment les postes de travail nomades qui sortent de l'entreprise, comment je fais en fait pour apporter un maximum de sécurité donc sur ces postes-là, pour essayer de me protéger au maximum donc, de tout ça. Et enfin, on pourrait réfléchir aussi à une autre manière encore de sécuriser les données, qui serait finalement et là dans le cadre de la RGPD, donc il y a un article en fait qui évoque cela, donc on doit mettre en place des moyens finalement, ce qu'on nous demande c'est de mettre en place des moyens pour protéger toutes ces données, et dans ces moyens, donc je vous ai parlé du firewall, je vous ai parlé de protection de travail, Sébastien va vous parler également de la protection donc, de tout ce qui est échange par email notamment. Mais on peut aussi apporter un autre moyen qui est finalement le chiffrement des données. Le chiffrement des données, c'est finalement rendre la donnée incompréhensible. À partir du moment où elle aura été volée en étant chiffrée, elle est rendue incompréhensible et elle est réputée inviolable. C'est-à-dire que cette donnée, finalement, si elle est volée et à partir du moment où elle a été chiffrée, eh bien, dans ce cas-là, vous n'avez plus nécessité à donner l'information comme quoi vous êtes fait voler de la donnée, puisque la donnée en fait est réputée incompréhensible et inviolable. Et donc dans ce cadre-là, vous avez donc du coup, si vous souhaitez, la possibilité effectivement de mettre en place des solutions de chiffrement de données. Donc que ce soit directement par l'utilisateur lui-même, donc l'utilisateur va réfléchir lui-même à comment je sécurise finalement cette donnée, quelles données je vais chiffrer, etc. Ou alors d'autres solutions en fait, qui seraient de chiffrer les données directement sur des bases de données, etc. Donc dans ce cadre-là, chez Stampshield, on a différentes solutions. Donc on a la solution Firewall qui va vous apporter effectivement cette brique de sécurisation périmétrique, mais également en segmentation au sein de votre entreprise, en cœur de réseau. On va également avoir une solution de protection du poste de travail, donc en complément d'un antivirus existant, donc contre les malwares avancés notamment.
Et on a également une solution de chiffrement de données qui va vous permettre en fait finalement de chiffrer à la demande les données qu'on va vouloir partager, soit au travers après d'une messagerie, soit au travers un partage de fichiers, soit directement au travers des partages de fichiers dans le cloud, dans des OneDrive, dans des Dropbox, etc. Mais l'idée c'est de proposer les outils nécessaires pour que vos utilisateurs puissent être protégés et protéger leurs données et les données de l'entreprise le plus facilement possible et faire en sorte que derrière, vous en tant qu'entreprise, vous soyez finalement et que vos données soient le mieux protégées possible. Donc voilà. Merci Quentin. Sébastien, peut-être vient compléter. Après, oui, l'autre Sébastien. Ouais, j'imagine que tu as des choses à dire. Tout ce que dit Quentin, je ne peux qu'être d'accord, puisque globalement, le RGPD ne pourrait pas être compliant comme ça. Il va vous falloir en fait ceinture et bretelles, aussi bien quelque chose sur vos postes de travail, un firewall, quelque chose pour l'email, la gestion de vos données, parce que ça on en parlera après, mais en fait la gestion de vos données, il va vous falloir que vous ayez des outils pour gérer maintenant vos données. Et moi, comme je dis toujours, la première menace, elle est entre la chaise et le bureau, c'est l'humain, très clairement. Et il y a une chose en fait qu'il faut prendre en compte, et vous l'avez peut-être vu, c'est que les menaces aujourd'hui qui ciblent les entreprises ont extrêmement évolué. Vous en avez peut-être entendu parler il y a quelques jours. Intel, depuis je crois un peu plus de 5 ans, en fait, a vendu en fait, des processeurs partout dans le monde, donc aussi bien sur les caméras de surveillance, vos routeurs, vos ordinateurs, vos téléphones portables, partout, sur lesquels il y avait des défauts de conception. Donc ces défauts, en fait, lorsqu'on les découvre et qu'elles ne sont pas patchées, ce qu'on va appeler des 0D, des failles de sécurité où il n'y a pas de fixe, il n'y a rien du tout pour le patcher. Et nous, je vous donne juste un exemple simple pour vous montrer, on parlait de paradigme, mais en termes de menaces, on est vraiment passé dans autre chose. Quand on a vu ça chez VADSecure, alors déjà on a pensé à nos clients, parce que ça voulait dire que toutes nos machines, tout était partout dans le monde, de toute façon tout le monde a été touché, puisque Intel est numéro 1 sur le marché. Et là on s'est dit, nous au niveau de l'email, là on ne peut pas faire grand chose, c'est pas notre écosystème, c'est au niveau processeur, c'est sur vraiment la machine, quoi. Et puis le lendemain, Firefox et Google se mettent à dire ah ouais, mais en fait, on vient de découvrir qu'il y a une attaque possible utilisant cette faille pour laquelle on n'a rien du tout. D'ailleurs, normalement, le fixe sort le 23, là, donc lundi ou mardi. Donc il y a toujours la faille en ce moment. En fait, il y a la possibilité justement d'aller attaquer ce CPU, ce processeur. En gros, c'est simple. Le processeur, la faille de conception, c'était de pouvoir aller récupérer ce qu'il y avait en mémoire du processeur. Donc si vous tapiez un mot de passe, vous pouvez aller le récupérer. Et c'était $1 inodore. Vous ne pouviez pas le voir, il n'y a pas de trace, rien du tout. Et en fait, donc Firefox et Google se sont dit oui, mais en fait, il y a ce qu'on appelle une attaque web-based attack, une attaque via un simple script JavaScript que vous avez sur tous les sites qui permet d'accéder via cette faille par nos navigateurs à ce CPU. Et là, chez nous, on s'est dit ah ouais, mais alors là, ça change la donne. Et pourquoi je parle de paradigme et de failles de sécurité et d'attaques beaucoup plus complexes, c'est par le fait de 2 failles via l'écosystème du mail. Donc je rappelle, 91% des attaques passent par le mail dans le monde. 80%, puis 91%. Et comme je le dis, ce qui est entre la chaise et le bureau, l'humain, c'est la première menace, puisque s'il n'est pas éduqué à découvrir un email, si l'email qu'il reçoit est malicieux ou non, tout simplement il peut cliquer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais vu un chiffre aux États-Unis, 45% des détonations de malware passent par simplement un clic de souris. Et en fait, pourquoi je dis ça, c'est que, vous voyez, là, ces 2 failles, au début, on était sur une faille plutôt machine, pour lequel nous, le mail, on était hors de ça. Puis là, on a commencé à avoir une autre faille où on pouvait rentrer et accéder à cette faille sur cette machine via le navigateur. Et bien là, c'était très simple. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des vagues d'emails qui ont été envoyés avec ce qu'on appelle du phishing. Donc je rappelle, le phishing, c'est quoi? C'est vous recevez un email de chez Free, si vous êtes chez Free, qui va vous dire ah ouais, on a un gros souci sur notre système d'information, faut vous connecter et puis il faut que vous changiez quelque chose. Donc vous allez arriver sur une page qui va ressembler à Free, qui n'est pas du tout chez Free, vous allez taper vos mots de passe et là on va vous voler vos accès et avoir accès à votre compte Free. Et ben l'idée c'était simple, c'est que là avec une web-based attack, il y a juste un fichier qui est sur un site web. Moi, hacker, je vais vous envoyer des emails avec du phishing, sauf que quand vous allez arriver sur la page, j'ai même pas besoin de faire un formulaire. J'ai juste à vous dire « Ah, désolé, erreur 404, la page n'existe plus. » Sauf que vous l'aurez pris de JavaScript.
ça sera inodore, indolore. Vous prenez cette menace qui est beaucoup plus sophistiquée, donc ça on l'a depuis un moment, hein, puisque WannaCry, Petya, etc., ce sont des failles pareilles, hein, qui ont été, alors pour WannaCry c'est des choses qui avaient été volées à la NSA aux États-Unis, mais globalement il faut se dire qu'on arrive dans justement un paradigme de dangerosité qui fait que vous avez beau avoir tout à jour, c'est pas ça qui fait que si vous n'avez pas justement ceinture et bretelle, donc on parlait du firewall, on parle de l'email, mais également, super important, le chiffrement de vos données sur vos espaces de stockage, avoir plusieurs espaces de stockage, puisqu'aujourd'hui les ransomware et les malwares sont capables de les détecter et d'aller chiffrer vos backups. Il y a des entreprises en France qui ont fermé pour ça, qui ont fermé. Et bien il faut se dire simplement que si vous remettez ça sur le plan de la RGPD, demain vous avez une faille comme ça qui sort, vous avez une attaque avec justement web-based attack, juste pour vous dire, l'ENISA a sorti cette année, comme chaque année, son rapport. Dans le top 4, les 2 menaces qui ont le plus grimpé sont web-based attack, le fait de mettre un fichier JavaScript sur un site, et là tout le monde, si vous n'êtes pas à jour ou autre, vous avez la faille, vous le mangerez. Et la deuxième chose, c'est le phishing, parce que c'est ce qui coûte le moins cher, et ce qui est le plus simple à faire. Là on ne parle même pas de malware, on parle de rien du tout, on parle juste d'envoyer un mail qui ressemble à quelque chose de connu, sur lequel vous allez vous faire avoir et vous allez arriver sur un site tiers. Si vous remettez ça au niveau de la RGPD, ça veut dire que demain, avec une faille de ce genre, dans la RGPD, et je laisserai le côté avocat peut-être plutôt parler, vous avez justement le fait des data leaks, qui est vraiment très important, le fait que vos données vont sortir et vont être, comme le disait Quentin, disponibles. Vous avez des sites, si vous savez bien chercher, vous allez les trouver. Hein, vous êtes sur le Darknet, pour 3 bitcoins, vous achetez la base de données de chez Yahoo. Enfin, c'est juste ridicule, tellement c'est simple de récupérer les données. Tout simplement, vous avez énormément de données des entreprises françaises notamment qui arrivent sur ces réseaux dans lesquels vous avez nom, prénom, adresse email, vous avez des informations sur lesquelles, derrière, soit vous allez faire de l'email marketing totalement illégal, soit vous allez faire des attaques de phishing, du malware, du ransomware, etc. Donc il faut bien comprendre que, et c'est pour ça, alors nous chez Vadesecure, c'est pas Vadesecure qui va vous permettre d'être compliant RGPD, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Par contre, Vadesecure, au niveau de la détection du phishing, du ransomware et autres, ça va vous permettre d'éviter que vos données sortent de chez vous, que vous ayez à appeler vos clients, et qu'il y ait un réel impact derrière. Parce qu'on parle de, je crois que c'est 48 heures, hein, pour 72 heures où vous allez devoir appeler vos clients, mais ce qui est pas, pour la notification. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que moi, client, je sais que mes données très sensibles sont sorties, je ne vois pas pourquoi le client n'attaquerait pas l'entreprise. C'est le job de l'entreprise de sécuriser les données. Voilà, c'était juste ça, bien comprendre que les RGPD, c'est pas juste un truc, une règle, si je puis dire, un peu chiante, c'est qu'il y a vraiment derrière des choses qui peuvent être extrêmement dommageables pour les entreprises. Sébastien, pour compléter. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur la sensibilisation. Oui, tout à fait. Oui, trop parler de ça. Tout a été dit, je suis 100% d'accord, évidemment. Je rajouterai une autre spécificité de Kaspersky, c'est aussi la partie smartphone, tablette. Il ne faut pas l'oublier, parce que je crois que ça rentre dans la RGPD. On est en plein dedans avec, évidemment, aujourd'hui, les smartphones, les tablettes, ce sont des ordinateurs d'il y a quelques années en termes de puissance. Donc c'est vrai que, notamment Android, et je parle un petit peu plus d'Android, puisque n'oubliez pas qu'Android, c'est 80-85% de part de marché au niveau mondial. C'est la liberté, puisque c'est de l'open source, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contraintes, il y a très peu de contraintes. C'est un OS qui est gratuit, puisque si vous êtes constructeur de téléphone, vous l'aurez gratuitement, c'est ce système d'exploitation. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose évidemment qui a un succès colossal. La contrepartie de ce succès, c'est évidemment que c'est l'OS préféré des hackers, puisqu'il n'y a pas qu'un point d'entrée comme on a sur iOS avec l'Apple Store. Il y a énormément de points d'entrée. On peut s'échanger des logiciels, ce qu'on appelle des APK, hein, donc des exécutables sur Android, comme on veut, il n'y a aucune contrainte là-dessus. Et 90-95% des malwares sur smartphone et tablette sont sur Android. Et comme on y travaille évidemment des données personnelles de plus en plus, il faudra penser à les sécuriser. C'est juste mon message à faire passer très rapidement. Merci Sébastien. Tu peux garder le micro, je pense, parce que le domaine suit. Oui. Une petite remarque de synthèse sur l'ensemble des mesures de sécurité qui viennent de vous être présentées. Le plus important, c'est de réfléchir, en fait, comment dire, à l'ensemble. Voilà. Parce que le GDPR vous demande d'éviter que vos traitements soient
enfin, que vos traitements soient piratés, c'est-à-dire qu'il faut vous protéger contre le traitement non autorisé ou illicite, contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle. Vous voyez, ça c'est la finalité. Après, vous choisissez les moyens dans la palette qui vient de vous être présentée. C'est ça, c'est une obligation de moyens en fait aujourd'hui. Oui, ce sera toujours une obligation de moyens, vous n'avez pas d'obligation de résultat. Mais effectivement, si vous n'êtes pas mis à jour, si vos salariés ne sont pas formés, si votre mesure de sécurité est peut-être des années 80 et que vous avez sécurisé 3 données alors que vous en avez 1 million dans la base de données, bon, bah, le moyen, il n'est pas respecté. C'est souvent l'application de la réglementation en droit des données personnelles, c'est avant tout du bon sens, hein, souvent. Ça commence par là. Après, c'est plus compliqué. Merci. On parle effectivement de sensibilisation de l'utilisateur et de formation, de sensibilisation de problèmes entre la chaise et le bureau, d'après ce que j'ai compris. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui concrètement pour former mes salariés? Qu'est-ce qui existe? Est-ce que vous avez des noms à nous donner? Voilà. Qu'est-ce qui peut se faire aujourd'hui, concrètement? Alors c'est vrai qu'on est un petit peu moins connu pour ça chez Kaspersky. Je peux peut-être venir, ça ne dérange pas? Bien sûr. Parce que je vais vous montrer quand même quelques... Voilà, très rapidement, hein, par rapport à... Non, c'est bon. Par rapport à ce qu'on vient de voir, hein, on a commencé à répondre finalement à quelques exigences de conformité de la RGPD, hein, donc je ne vais pas y revenir. Moi, je vais juste faire un petit focus sur le 1, sur la première partie, par rapport à ce qu'on peut vous offrir sur un sujet voilà, qui est un petit peu plus inédit chez Kaspersky. Ça fait à peu près 2 ans qu'on a ça au catalogue. Alors on a bien sûr quelque chose qui va concerner l'intégralité des collaborateurs dans l'entreprise, c'est la partie e-learning. Alors la partie e-learning, c'est tout simplement, je vais juste vous anticiper ici, voilà, c'est tout simplement la possibilité d'avoir des accès web de n'importe où, bien sûr géographiquement, à déjà une première base de 28 formations. Ce sont des formations qui vont durer entre 15 et 30 minutes la formation, avec des points de sauvegarde. Donc même si le collaborateur est interrompu, il va pouvoir reprendre là où il était, donc c'est pas un souci. Au niveau des sujets abordés, vous voyez, c'est que des choses, alors c'est une capture en anglais, mais bien sûr c'est disponible aussi en français. Au niveau des sujets, il y en a 28, hein, mais si je prends en avant les plus importants, c'est évidemment la sécurité des emails, la protection contre les ransomware, il y a même un cours sur les RGPD. Donc ça, on est en plein dedans. Comment construire un bon mot de passe, par exemple. Comment reconnaître une URL malicieuse. Comment réagir en mobilité, quand on est en télétravail, quand on est en mobilité, quand on va se déplacer à l'étranger, etc. Les accès physiques aux entreprises, etc., etc., etc. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui est très complet en termes de formation. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, puisque vous avez également un autre moteur qui est un moteur de quiz. Donc ça va vous permettre d'envoyer soit avant, soit après des quiz, par exemple 25-30 questions à vos collaborateurs, soit pour savoir si tout le monde nécessite une formation dans l'entreprise, soit au contraire après, pour dire est-ce que ces 28 formations, enfin peut-être que sur ces 28 vous en aurez fait une dizaine, est-ce que ces formations que j'ai fait passer dans l'entreprise ont servi à quelque chose? Donc vous avez un système d'évaluation, et enfin surtout, on a un système de phishing qui va vous permettre d'envoyer des faux phishing à vos collaborateurs. Je vous renvoie ça à une news que vous avez peut-être entendue aux informations il y a à peu près un mois et demi. Le ministère des Finances a envoyé 100 000 emails faux phishing aux collaborateurs, 35% ont répondu. 35%. C'est monstrueux. Hein. C'était juste un phishing qui proposait d'avoir des places gratuites de cinéma et voilà, 35 000 collaborateurs qui ont répondu positivement à du faux phishing, et donc potentiellement qui auraient pu être infectés. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, au niveau des intervenants. Donc là, on va proposer de faire la même chose, mais évidemment sans conséquence. Hein, c'est également pour évaluer les compétences de vos collaborateurs et savoir s'ils ont besoin tous d'une formation ou pas. Et vous avez, c'est super bien fait, hein, c'est très puissant, vous avez des dizaines et des dizaines de masques qui sont déjà faits, qui seront envoyés par des emails qui sont proches des emails classiques. Par exemple, nous n'avons pas évidemment Dropbox.com, hein, mais on a Dropboxlink.com. Voilà, on n'a pas Amazon, on a Amazon avec 2 O. Vous voyez, on n'a pas, par exemple, Netflix, on va avoir Netflix, etc. Donc on va envoyer en fait ces emails de la part de ces fausses adresses, et ça va vous permettre de voir, vous, à travers des campagnes de phishing, si vos collaborateurs ont mordu à l'hameçon ou pas. Voilà.
Donc ça, c'est très très bien fait. Le tout avec des dizaines de reporting à droite à gauche. Hein. Vous allez pouvoir avoir tout un tas d'informations. Qui a cliqué, où, comment, qui a fait un report, qui n'a pas fait de report, etc. Donc c'est vraiment très 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 pointu au niveau des possibilités. Ouais, en plus, vous pouvez faire du phishing classique, du phishing de type formulaire, du phishing pièce jointe et du phishing macro. Donc ça, c'est la première solution. Ensuite, on a quelque chose qui est encore un petit peu moins connu, j'ai envie de dire, chez Kaspersky. C'est du serious gaming, c'est-à-dire c'est du jeu de plateau qu'on fait sur des salles de 30 à 50 personnes. On va pendant 2 heures en fait jouer un jeu que je vais vous expliquer en 3 secondes ici, mais surtout faire passer des bonnes pratiques. Et ça marche très 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 bien puisque tout simplement les gens ne voient pas passer les 2 heures. Ils pensent avoir uniquement joué pendant ces 2 heures alors qu'on leur a fait passer tout un tas d'informations évidemment sur la sécurité, ce qu'on vient de vous expliquer également à l'instant. Je vous demande juste 2 petites secondes pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc il faut tout simplement imaginer une salle où vous avez, merci, vous avez une salle où vous avez 5-6 tables. Sur chaque table, vous avez ce type de jeu de plateau, vous avez des jetons verts, des jetons rouges, et vous allez parier sur des zones à risque ou pas. Et par rapport à ces paris, hein, le tout est piloté par des iPads ou des ordinateurs, c'est en réseau avec un vidéoprojecteur, donc tout le monde voit les scores, tout le monde voit ce qu'il y a à faire, et par rapport à ça, on va tout simplement après débriefer pendant à peu près 1h20, 1h30 sur les différentes zones, qui a parié quoi, et s'il y a un problème, s'il y a une erreur, pourquoi, et on va faire passer des messages sur les différents jeux de plateau qui sont ici. Alors celui-ci concerne un open space, mais vous avez également un aéroport, vous avez également un cybercafé, etc., etc. Et enfin, si on monte toujours un petit peu plus au niveau de la cible, hein, puisque ça c'est aussi pour tous les collaborateurs, si on monte un peu plus cette fois sur la cible des dirigeants d'entreprise, donc tout ce qui va être directeur de production, tout ce qui va être directeur financier, directeur commercial, directeur général, tout ce qui va être RSSI, etc. On a ce genre de jeu de plateau également, ce genre de jeu de plateau où vous avez des sujets, vous voyez, une entreprise standard, une banque, une station d'épuration, du transport, du public, etc. Là, c'est un petit peu différent. L'idée de ce jeu de plateau, moi j'ai l'habitude de l'appeler dans la peau d'un RSSI. Donc, on va se mettre dans la peau, enfin les personnes qui vont participer vont se mettre dans la peau d'un responsable sécurité information. Donc on va se mettre dans sa peau à lui, et on va, pendant 2 heures, avoir un budget, avoir des problèmes, et par rapport au temps imparti, par rapport à l'argent qu'on a en budget, par rapport aux problèmes d'actualité qui vont se poser, par rapport aux infections qu'il va y avoir dans l'usine, il faut réagir. D'accord? Donc c'est un système au tour par tour. Pareil, ça marche sous forme de session de 2 heures, et ça permet finalement à des gens, cette fois le but est peut-être légèrement différent. Là l'idée c'est de dire, voilà, je suis responsable financier, je ne sais pas du tout ce qu'ils font dans l'informatique. Après ce jeu de plateau, ils vont vraiment le savoir. Et ils vont vraiment savoir également pourquoi les responsables d'informatique les embêtent au niveau de la sécurité. Parce qu'ils vont se retrouver dans leur peau pendant 2 heures et vont comprendre un petit peu les enjeux et ce qui peut se passer, puisque bien sûr à la fin l'idée c'est de sortir un maximum de chiffre d'affaires. Ils vont comprendre que finalement un malware peut paralyser l'intégralité d'une société, voire la mettre en faillite assez rapidement. Voilà. Je ne vais pas prendre plus de temps. Hein, sur ce sujet-là, voilà, je relaisse. Pour info, l'année dernière, on a Kaspersky gentiment venu animer un serious game au sein d'Extrémité pour nos clients, et j'étais dans l'équipe qui a perdu en fait. Je ne sais pas s'il faut le dire ça. Juste un petit mot. Alors du coup, je ne savais pas que Kaspersky faisait ça, mais c'est super. Vous êtes de Lille, donc peut-être que vous serez au FIC mardi, mercredi prochain. Vadesecure a sorti en fait un petit jeu comme ça qui vous permet autour de 10 questions, vous allez voir 10 mails en fait, de découvrir, alors vous avez des indices hein, sur la page, de découvrir si c'est un email de phishing ou non. Donc venez sur notre stand, je ne sais pas le numéro du stand, mais on ne sera pas très dur à trouver. Voilà. Si vous êtes au FIC, n'hésitez pas à passer, on sort justement ce petit jeu spécialement pour le FIC, et il y a des choses à gagner, si vous avez le meilleur score à la fin, voilà. Et nous, on est avocats, donc on n'est pas très marrants, on ne fait pas des jeux, on fait des formations super classiques pour expliquer voilà, de manière générale quelles sont les obligations auxquelles vous êtes soumis, et de manière plus particulière selon les besoins de vos équipes. Voilà, qu'est-ce qu'il faut respecter? On a parlé tout à l'heure du matériel, on a parlé des emails, on a parlé des bases de données, les points précis, les salariés, tout ça. Il y a des choses à savoir. Le format
super classique, donc vous avez compris, on fait de la formation et de la sensibilisation. Merci beaucoup. Une question peut-être qui viendra, enfin qui est sous-jacente. Est-ce que je suis responsable si je fais sous-traiter l'hébergement ou le traitement de mes données en fait? On parle beaucoup de cloud. Alors ça c'est la grande question qui est abordée par le GDPR. Le GDPR reprend les définitions de la directive de 95 et déjà présente dans la loi de 78. Vous avez des définitions pour le responsable du traitement et pour le sous-traitant. Le responsable, en théorie, c'est celui qui définit les moyens et les finalités du traitement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui qui définit quelles sont les données dont vous avez besoin, quelles sont la finalité du traitement, combien de temps vous allez les garder, qu'est-ce que vous allez en faire. Voilà. Concrètement, ça, c'est le responsable du traitement. Donc, chacune de vos entreprises, quand vous faites votre fichier client, vous êtes responsable de votre traitement de fichier client. Vous êtes responsable de votre traitement de base de salariés. Vous êtes responsable de votre traitement comptable avec tous les noms de vos fournisseurs internes. Le sous-traitant, c'est celui qui vous propose des moyens. Voilà. Alors, on va dire, moyens, finalité, on retrouve la même chose, mais le sous-traitant, c'est celui qui va déterminer la modalité technique pour réaliser les finalités que vous lui avez demandé de réaliser. Voilà. La distinction est en droit très simple. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que très souvent, en fait, les responsables, ils ont une vague idée de ce qu'ils veulent faire. Et puis, en fait, les sous-traitants proposent plus que des moyens, mais souvent vont sur le terrain des finalités. Je vous donne un exemple récent. Je ne vais pas vous faire peur, vous n'êtes pas tous Darty dans la salle, mais Darty a été condamné la semaine dernière, le 8 janvier, à 100 000 € d'amende par la CNIL, parce qu'ils avaient été chercher un sous-traitant qui leur avait vendu un logiciel standard pour gérer leur service après-vente. Et il y a eu des violations des données à caractère personnel. Et Darty, responsable de traitement, a pris 100 000 € d'amende. Ils ont dit, oui, mais je ne comprends pas, j'ai un contrat avec mon sous-traitant. Et puis, c'est pas moi qui fais le logiciel. La CNIL répond, non, ok, c'est pas vous qui avez fait le logiciel, mais vous êtes responsable. Donc, comme c'est du logiciel standard, vous auriez dû aller vérifier que la finalité du logiciel vous permettait de protéger vos données de manière sécurisée. 100 000 €, le 8 janvier 2017, je ne dis pas des bêtises, tout est en ligne. Voilà, je pense que ça répond à votre question. Très bien, oui. Et j'ajoute que le GDPR, mais on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais le GDPR ajoute une nouvelle notion qui est le co-responsable. Aujourd'hui, vous pouvez être plusieurs responsables de traitement, vous êtes dit co-responsable, mais on applique les mêmes règles que pour le responsable, c'est pour ça que je ne rentre pas dans le détail. Oui, non, je voulais juste rajouter, en fait, en parlant de sous-traitance, finalement, dans notre monde, dans le monde de l'IT, ça fait quelques années, c'est la mode, finalement, du cloud. Donc on va de plus en plus, finalement, vers des services qui nous sont proposés dans le cloud. Notamment, je pense à Microsoft avec Office 365, je pense à des Dropbox pour aller stocker de la donnée, etc. Et là, Amazon, pareil, Amazon qui vous propose également d'héberger des serveurs, etc. La sécurité, c'est vous, en fait, qui la faites. C'est pas eux voilà, eux, ils vont vous proposer, encore une fois, des moyens, finalement. Donc, ils vous proposent du stockage, ils vous proposent des services. Ils vous proposent en fait de la puissance de calcul pour aller mettre des serveurs, etc. Par contre, c'est à vous en fait qui êtes responsable de la sécurité de ces éléments-là. Donc bien faire attention par rapport à ça, en termes de stratégie finalement, si en tant que client vous dites bon bah finalement aller mettre mes données dans le cloud avec Office 365 c'est intéressant parce que ma donnée du coup elle est disponible partout, mais attention, c'est aussi d'un point de vue sécurité, c'est comment finalement je sécurise cette donnée quoi. Donc voilà, je voulais être sûr que vous soyez conscient de ça. Et voilà, donc typiquement, de la donnée sensible hébergée dans le cloud, moi je pense que vous auriez tout intérêt à vous dire que ça pourrait être intéressant de chiffrer cette donnée, typiquement. Merci beaucoup. Le RGPD ou le GDPR comme on veut, c'est demain, puisque c'est 25/5/2018. Globalement, qu'est-ce que je risque si je ne me mets pas aux normes? Je vais juste revenir sur la question d'avant, parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose.
Mais je vais y venir parce que en fait, je réponds à toutes les questions en même temps. J'ai bien vu. En matière de responsables et de sous-traitants, il faut bien avoir en tête deux choses. J'ai pas le temps de tout développer parce que le JDPR il est quand même il y a beaucoup de pages. Faites bien attention au transfert de données parce que qui dit sous-traitant dit souvent des serveurs qui sont en dehors de l'Union européenne. Et il faut être très vigilant au transfert hors UE. Et vous faites très attention également à bien avoir des contrats qui imposent à vos sous-traitants, quels qu'ils soient. Alors, on a des sous-traitants de confiance, des partenaires de confiance, puis il y en a d'autres qui sont juste pas très chers, et puis ils sont en Inde, ils sont en Chine, ils sont dans des pays qui ne sont pas considérés comme étant des pays de protection adéquate et suffisante par la CNIL. Et donc, vous faites bien attention à avoir des contrats qui vous protègent. Voilà. Alors, si on ne fait pas tout ça, qu'est-ce qu'on risque ? On risque, alors sous l'empire de la loi de 78, on risquait maximum 150 000 € d'amende. Sous la loi qui date de novembre 2016, qu'on appelle chez nous dans notre jargon la loi Le Maire, on risquait déjà 3 millions d'euros d'amende. C'est le maximum que je vous donne évidemment. Le GDPR, ça augmente encore. C'est 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros. Voilà. C'est les maximums. Là, les dernières décisions que j'ai lues, moi, c'était plutôt, je vous dis, 100 000 € pour Darty, 40 000 € pour Hertz et 25 000 € pour une PME qui est avec 4 salariés et 700 000 € de chiffre d'affaires. Ça vous donne un ordre de grandeur. Merci beaucoup. On a parlé de l'email, on a parlé de beaucoup de choses. Quelqu'un pourrait me dire par quel biais je peux perdre des données en fait? Alors si on prend en fait le top des menaces, on va dire que le top 3 des menaces, le premier déjà c'est les injections SQL, donc c'est votre site web n'est pas sécurisé d'une façon où depuis l'extérieur, simplement en envoyant soit des données à votre serveur, soit en modifiant certaines choses dans la barre d'adresse, on arrive à ce qu'on appelle injecter des données qui vont aller requêter directement votre base de données. On se dit, ouais, mais on est en 2017, comment ça peut arriver? Et bien, Mossack Fonseca, Panama Papers, niveau 0 de la sécurité, site WordPress pas à jour. WordPress, c'est 65% des sites dans le monde. Site WordPress pas à jour, sauf que, je sais pas comment ils ont fait. D'ailleurs, je comprends pas comment ce soit possible, mais ce site était soit sur le même serveur que la base de données globale de tous les clients, soit ce site a permis de monter une porte dérobée sur le serveur. Enfin, c'est complètement dingue. Mais du coup, tout ce qu'on a vu, Panama Papers, etc., c'était simplement via une faille, ce qu'on appelle SQL, standard d'injection, le truc vraiment niveau 0 du niveau 0 de la sécurité sur un site WordPress. Les deux autres menaces, alors il y en a une que vous avez peut-être entendu parler, je vais d'abord vous donner le nom dont on entend parler, après je vais vous donner le nom technique. C'est soit ce qu'on appelle l'arnaque à la nigérienne, soit l'arnaque au président. Qu'est-ce que c'est? Alors nous, dans notre jargon, on appelle ça le spear phishing. C'est quoi? C'est tout simplement, je prends une grande boîte, je vais scanner sur les réseaux sociaux, donc faire de l'ingénierie sociale, je vais trouver une personne qui est dans l'administration, qui vient de signer un contrat, qui est tellement contente qu'elle l'a annoncé à ses amis, sauf que son compte est en public. Donc cette personne, je vais commencer à récupérer des informations sur elle, je vais récupérer son pattern d'email, je vais commencer à créer... donc je vais faire une cartographie de l'entreprise, je vais regarder qui est son supérieur, parce qu'avec LinkedIn aujourd'hui on sait tout en fait, c'est très très simple. Et je vais commencer à écrire un mail, mais sans image, sans rien, ultra simple, et je vais lui envoyer un mail, et je vais rien lui demander, je vais commencer à avoir une discussion avec. Et au bout de 2-3 mails, je vais commencer, je vais laisser quelques semaines et je vais revenir vers elle et je vais lui dire, donc bien sûr, moi, je vais être une personne qui n'est pas sur son site, il faut que ce soit une grosse entreprise, multi-site, bien sûr que moi, lorsque je vais lui envoyer un mail, je sois à un niveau hiérarchique bien plus haut pour que dans mon mail, je puisse lui mettre la pression, elle vient d'arriver dans l'entreprise, elle a peur, etc. Et je vais lui mettre une pression énorme par mail et puis je vais l'appeler et je vais lui dire il faut un virement de temps sur tel truc et c'est ultra confidentiel, je vous le dis à vous parce que j'ai confiance en vous, si ça sort vous êtes fiers.
il y a énormément d'entreprises qui se sont fait avoir à cause de l'arnaque au président. Ça se chiffre en millions d'euros. Et nous, chez nous, on appelle ça le spear phishing. Donc nous, on a de l'intérêt. Alors, j'explique ça pas spécialement pour vanter notre techno, mais globalement, le spear phishing, il n'y a pas de pattern connu. Puisque c'est un mail, c'est pas une vague, c'est un mail qui est construit avec des vraies données. C'est ça le problème, c'est vrai prénom, vrai nom de famille de la personne, vous usurpez des vraies personnes dans l'entreprise. Donc nous, en fait, on a une intelligence artificielle qui permet de détecter le spear phishing. Et en fait, le spear phishing, si vous prenez, alors on montre souvent une pyramide des menaces, c'est le truc le plus critique, c'est même pas le ransomware, parce que le ransomware, à la limite, vous avez des backups, vous remontez vos machines, du moment où le virement SEPA il est fait, c'est terminé, quoi. Donc ça, le spear phishing, et à côté, donc le phishing, où vous avez énormément de cas de phishing. Donc j'ai expliqué, bon, nous on a fait un petit jeu, parce que justement, on en sort tellement que au bout d'un moment, on se dit comment ça peut être un cas de phishing, mais je vous donne un exemple simple. Oni Bank, c'est juste à côté, je crois, là dans le bâtiment. On l'a mis justement, on l'a mis dans le jeu, parce qu'on en sort beaucoup de chez eux, pour montrer que le phishing, c'est pas juste PayPal, Netflix et Amazon, quoi. Ça peut être votre entreprise. Donc si vous... Alors après, on parle de privacy by design, etc., mais il y a aussi une partie où il faut peut-être éviter aussi de communiquer trop, communiquer qui sont nos clients, etc. Après, on rentre dans quelque chose d'un peu plus parano, mais globalement, je peux très bien faire un peu d'ingénierie sociale sur votre entreprise, voir qui sont vos clients, voir qui sont vos contacts, vous voir en photo sur Twitter, donc savoir que vous connaissez, puis commencer à monter des choses et à vous attaquer. Donc pour terminer, les 3 menaces réelles sont ça. Ça va être l'injection SQL. Donc est-ce que vos outils web, ce que vous allez mettre, extranet, site internet ou autres, sont safe, sont totalement sécurisés. Ça va être le spear phishing. Donc je prends une personne en question dans votre entreprise, je commence à discuter avec, et après je lui mets une pression énorme avec du mail, mais pas que du téléphone. Et la troisième chose, c'est le phishing. Et je dirais même une chose, c'est que il va vraiment falloir que vous vous posiez la question, enfin notamment on parlait tout à l'heure du cloud, posez-vous la question, en fait moi ce que j'appelle un prestataire de confiance, posez-lui la question, c'est quand la dernière fois que vous avez fait un audit de sécurité, que vous avez fait ce qu'on appelle un pen test sur votre entreprise. Si vous dites ça fait 5 ans, un pen test c'est quoi? C'est que vous allez prendre une entreprise extérieure et elle va essayer en fait de rentrer dans votre entreprise et de voir ce qu'elle peut sortir de votre entreprise. Si votre hébergeur a fait du pen test, comme ils le font très souvent chez OVH, chez Scalaire, certainement chez Extreme IT, voilà, etc., vous serez sûr que au moins les dernières mises à jour, tout ce qu'il y a eu, ça aura été fait. Si par contre vous êtes chez un prestataire qui ne l'a pas fait parce qu'ils sont trop petits, ils n'ont pas les compétences ou autre, puis un pen test, quand vous n'avez pas les compétences, il ne faut jamais le faire en interne, il faut plutôt le faire en externe, ça coûte très cher. Voilà, posez juste vous cette question-là, et déjà, vous allez commencer à voir où vous êtes placé dans le degré de dangerosité par rapport à la menace, quoi. Est-ce que je suis plutôt bien, ou est-ce que, ah ouais non, j'ai plein de données dans tous les sens, de partout, structurées, non structurées, et j'ai des données que je ne devrais pas avoir. Moi étant administrateur Salesforce, j'ai fait une formation, je ne vous dirai pas le nom de la boîte, mais j'ai vu des numéros de carte bleue non chiffrés en masse dans le Salesforce. Là vous commencez à vous dire, ouais, en fait ils ne se rendent pas compte. Et également, en travaillant avec des agences web, j'ai vu des fichiers complets, notamment pour de très grandes entreprises, fichiers complets de cartes de fidélité, mais la base complète qui est envoyée parce que ouais, ils ont besoin de toutes les données, ils vont faire un jeu concours pour nous. Tout ça, en fait, il faut se poser la question. Si c'est arrivé une fois chez vous, ça veut dire que vos bases clients sont dehors. Donc aujourd'hui, c'est un peu on va dire, la table ronde de la peur. Mais, vous fait peur là. Voilà, mais posez-vous vraiment les questions parce que vous êtes humain. Et ça vient d'arriver, vous n'étiez pas conscient avant, et certainement, voilà, vous êtes peut-être limite. Je voudrais compléter ce que Sébastien vient de dire, hein. Ça c'est les attaques, les menaces, hein. Mais au-delà de ça, en fait, il y a aussi des cas concrets où en réalité, c'est juste un employé malveillant, finalement, qui prend des informations et qui les ressort, les revend, parfois suite à une erreur, donc parfois involontairement, parfois volontairement. Et dans ce cadre-là, c'est là où ça devient important d'avoir mis en place les éléments nécessaires en fait, pour essayer de sécuriser l'accès à ces données, donc identifier qui a accès à quoi, comment, etc. Et donc de tracer tout ça, et donc de récupérer finalement des logs.
du coup, ça me fait arriver sur autre chose. Les logs, finalement, c'est aussi des données personnelles. C'était ma question suivante. Voilà. Les logs, c'est aussi des données personnelles, quelque part. Puisqu'en fait, quand vous mettez en place un équipement de sécurité, un firewall ou autre, vous allez tracer, finalement, effectivement, tout ce que font vos utilisateurs. Ça va, comme je viens de le dire, vous permettre potentiellement de protéger ces données et de faire en sorte que un utilisateur malveillant ne puisse pas exfiltrer ces données. Ça me fait penser d'ailleurs à ça, à un exemple récent, vous avez peut-être entendu parler l'année dernière, je crois, si je me souviens bien, le mutuelle de la police, en fait, où il y a un employé finalement de cette mutuelle qui avait extrait donc, le fichier complet de plus de 110 000 ou 120 000 employés en fait, policiers, avec les adresses postales, les numéros de téléphone, etc. etc. Croyez-moi que les policiers n'étaient pas très heureux, surtout dans le cadre actuel, avec les menaces que l'on sait. Quoi. Donc voilà, il y a des vraies menaces par rapport à ça. Donc c'est vous, en tant qu'entreprise, c'est là où c'est important effectivement de tracer, de loguer. Donc je reviens effectivement sur ces traces, sur ces logs. C'est important aussi, en fait, pour ce qui est des traces et des logs de sécurité, de limiter les accès à ces traces et à ces logs. Qui a accès en fait également finalement à vos équipements de sécurité et finalement faire en sorte en fait d'être capable à la fois de les conserver, de les stocker, parce que d'un point de vue légal, vous en aurez besoin si jamais il y a des données qui sont exfiltrées de chez vous, vous allez devoir finalement vous justifier, et la justification ça va être ces logs en question, ces traces. Donc, que ce soit des logs d'audit, que ce soit des logs en fait, au niveau du firewall. Mais de la même manière, il faut aussi protéger en fait, ces logs en question et de faire en sorte que ces logs ne soient pas accessibles par tout le monde. Donc ça me permet juste aussi de faire une petite parenthèse sur notre solution Firewall Storm Shield. Donc nous, on a pris conscience également finalement que le firewall en lui-même est générateur de logs, de traces et qui sont autant de données à caractère personnel. Aussi, en fait, dans la dernière version, finalement, qu'on a mis en place sur notre firewall, qui vient de sortir, qui est la version 3.4 pour ceux qui connaissent un petit peu nos solutions, on a introduit une nouvelle fonctionnalité qui est finalement d'anonymiser ces logs. Donc finalement, seul un utilisateur, administrateur à pouvoir du firewall aura accès aux logs complet indiquant adresse IP source et nom d'utilisateur en fait, qu'on aura tracé au niveau du firewall. Les autres utilisateurs qui n'ont pas nécessairement en fait, besoin d'accéder en fait, à ces logs de manière complète, mais qui ont juste besoin de savoir un petit peu quel est le trafic, qu'est-ce qui est utilisé, etc., n'auront pas accès en fait, à ces logs, à ces données en fait, IP et utilisateurs, mais ce sera juste anonymisé. Donc on aura en fait caché, si vous voulez, en quelque sorte, des champs dans le log spécifiquement pour que tout le monde n'ait pas accès à ces logs. Voilà. Merci beaucoup. Moi, ce que je propose avant de conclure, parce que le temps passe très vite, j'ai dit on va laisser un petit peu de temps pour poser des questions. Est-ce que la salle a des questions un peu plus qui sont différentes, des questions que je n'ai pas posées? Le RGPD est vaste en fait, il y a encore beaucoup de choses à dire légalement, mais peut-être sinon je continue mes questions. Quelqu'un a des questions? Oui, j'arrive. Première question, c'est toujours au fond. Oui. Oui, donc je voulais vous poser une question par rapport à la CNIL. Tout à l'heure, vous avez indiqué qu'il ne fallait plus faire de déclaration. Donc, c'est bien le cas ou... À partir du 25 mai 2018. Pour l'instant, le règlement n'est pas encore applicable. D'accord. La théorie de la CNIL, c'est jusqu'au 25 mai, vous êtes toujours soumis au régime actuel, et le régime actuel dit déclaration ou autorisation selon les cas. Donc les modifications éventuellement qu'on devrait faire la CNIL, après le 25 mai, on n'est plus obligé de les faire. Ah non, après le 25 mai, vous n'êtes plus obligé de faire une déclaration préalable à la mise en œuvre de votre traitement. Après le 25 mai, ce que vous devez faire, c'est être capable de justifier que vos traitements sont licites, que vous avez mis en place les mesures de sécurité adaptées, adéquates et pertinentes, pour la faire courte. Le plus simple, c'est, on n'en a pas parlé, c'était une des questions du questionnaire, il y a l'histoire du DPO et puis il y a l'histoire du registre. Qui doit obligatoirement avoir un registre dans son entreprise?
tous ceux qui ont des risques importants, tous ceux qui ont des données sensibles qui sont collectées et traitées. Normalement, les sociétés, donc à l'exception de ces deux cas, toutes les sociétés qui ont moins de 250 salariés ne sont pas obligées d'avoir un registre. Moi, en tant qu'avocat, je conseille très fortement à tous mes clients de mettre en place un registre. Un registre, ça peut être très simple, ça peut être juste un fichier Excel. J'ai 10 traitements. J'ai à l'intérieur de la société Roger et Gérard qui sont autorisés à accéder aux données. C'est mon DSI, c'est mon directeur juridique, c'est mon directeur commercial, c'est mon directeur marketing. Je n'ai pas besoin que Janine ou Alfred aient accès à ce traitement parce qu'ils ne sont pas au marketing, mais ils sont aux achats, donc on n'a pas besoin de croiser. Vous voyez, ça commence par là, c'est des choses extrêmement simples. Le registre, ça peut être simplement un traitement Excel. Pour les entreprises qui ont un peu plus de salariés, qui ont un peu plus de traitements, vous avez des logiciels qui le font très très bien. Nous, on travaille avec des partenaires, par exemple Datae, qui vous proposent des logiciels, qui vous proposent de rentrer vos traitements, rentrer vos partenaires. Ça vérifie que vous avez bien vos contrats. Ça vérifie si les données sont parties hors UE ou pas. Ça calcule votre risque de manière un petit peu automatique, on va dire. Donc pour les autorisations CNIL, à partir du 25 mai, c'est fini. Jusqu'au 25 mai, vous y êtes toujours soumis. Ne me posez pas la question qu'est-ce qu'on fait jusqu'au 25 mai, j'ai une caméra, je vous dirai après. D'autres questions peut-être? Oui. Je vous demanderai juste de vous présenter. François de Bruyne, avocat à Bordine. Je me posais une question sur l'obligation, enfin les obligations du responsable du traitement en matière de fourniture des données aux citoyens qui les demanderaient. Parce que dans le RPGD, il est bien précisé que l'obligation de fournir à la personne concernée toutes les informations. Mais les informations, en général, tout le monde est fiché partout, et il y aura une obligation d'indiquer la source, pour la raison d'indiquer la source de la collecte, et sauf si c'est impossible. Alors, est-ce que ça sera impossible dans tous les cas, quasiment? Mon cher confrère, dans votre question, il y a une double question. Il y a une double obligation du responsable de traitement. La première obligation, c'est l'obligation d'informer, effectivement, les personnes dont vous collectez les données, des données que vous leur prenez, en fait, en réalité. Si j'ai une base de données, si j'ai un site en ligne, je mets un formulaire et je vous informe que je prends votre nom, votre email et votre date de naissance. Et c'est parfaitement logique pour vous rendre un service de logiciel ou je sais pas quoi. C'est des données proportionnées. Si je commence à vous demander votre préférence sexuelle et votre numéro de sécurité sociale pour vous vendre un logiciel, cette collecte n'est pas proportionnée. Donc ça déjà c'est un traitement illicite. Donc déjà je dois vous informer qu'est-ce que je vous prends comme données, qu'est-ce que je vais en faire, quelle est la finalité, combien de temps je vais les garder, si je les envoie à eux, vous avez toute une série, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais vous avez toute une série d'informations que vous devez donner à votre utilisateur. Votre utilisateur, c'est votre client, c'est aussi votre salarié, c'est aussi vos prospects, c'est tout ça. La deuxième obligation, c'est... j'ai perdu le fil de ma pensée. La première, c'est d'informer, et le deuxième, c'est voilà, d'être dans la possibilité de dire à ses utilisateurs, au bout d'un moment, quelles sont effectivement les données que vous avez sur eux, et de leur rendre. Voilà. Les utilisateurs, à compter de mai 2018, ont la possibilité de s'opposer au traitement, de retirer leur consentement et de vous demander de leur rendre les données et de les effacer. Alors là, pour le responsable, ça se complique un tout petit peu, puisqu'il faut être en mesure, principe d'accountability, de justifier en cas de contrôle, ou même de justifier à vos utilisateurs, parce que le RGPD, c'est juridique, c'est légal, mais c'est avant tout, c'est du business, hein, c'est une image commerciale. Si vos clients se rendent compte que vous faites n'importe quoi avec leurs données, vous allez perdre en image de marque, même si vous n'avez pas un contrôle de la CNIL et même si vous n'avez pas une amende de 25 000 €. Donc, l'utilisateur, il va vous demander d'effacer ces données. Alors, est-ce qu'on est capable de faire? Est-ce qu'on a une procédure pour effacer? Comment on justifie qu'on a effacé? Comment est-ce qu'on fait le tour de tous nos sous-traitants à qui on a envoyé nos données pour être sûr qu'on a répercuté l'obligation d'effacement? Alors là, techniquement, ça devient plus compliqué. Voilà. Et dernière chose, dernier élément de réponse pour répondre à votre question. L'année dernière, en 2017, Facebook a été condamné
pour avoir combiné des données qui venaient de différents endroits sans avoir informé l'utilisateur. Facebook prenait les données de l'inscription, des comptes de ses abonnés, prenait également les données des likes, vous savez, les likes sur Facebook qui sont en partenariat avec des sites tiers, qui sont des annonceurs, et puis prenez également les données de ces sociétés qui détient, par exemple WhatsApp. Croisez tout ça, et puis vous mettez la pub adaptée à vos besoins, donc selon vos âges, selon vos revenus, selon votre situation géographique, vous aviez la pub adaptée à vos prétendus besoins. Sauf que Facebook a été sanctionné par la CNIL, Facebook Irlande, hein, parce qu'ils sont dans l'UE, et c'est l'établissement de Facebook US. Ils ont été sanctionnés parce qu'à aucun moment ils ont informé l'utilisateur de la combinaison de ces données pour délivrer cette publicité ciblée. Voilà quelles sont les obligations en matière d'information. Je reviens à ma dernière question. Comment mettre en place les mécanismes et les procédures qui permettent à la personne d'exercer ses droits? Puisque nous sommes tous fichés maintenant dans de nombreux fichiers, comment aller permettre à la personne d'exercer ses droits? C'est la question que je me pose. Alors vous avez une première réponse, enfin je vous fais le juridique et puis je laisserai la main à mes partenaires pour la technique. La première chose, c'est de les informer qu'ils ont ce droit. La deuxième chose, c'est des réponses simples, hein, mais après ça va se complexifier au fur et à mesure du temps que vous avez un utilisateur qui va vous faire un procès. Mais la première chose, c'est d'abord de dire j'informe. La deuxième chose, c'est de dire je rends possible ce droit. C'est-à-dire je mets en place une adresse de contact, une adresse email qui permet à mon utilisateur voilà, de m'écrire et de me demander la suppression de mes données. C'était ça votre question? Oui, c'est vrai. La troisième chose, c'est de mettre en place techniquement un mécanisme qui permet de vérifier que cette donnée peut être effacée. Quatrième chose, de vérifier qu'elle a été effacée. Cinquième chose, de vérifier que vous avez répercuté l'ensemble de vos sous-traitants. Après, bon, est-ce que c'est du logiciel? Est-ce que c'est des prestataires? Est-ce que chacun aura peut-être la réponse qui convient par rapport à son traitement? Je ne suis pas capable de vous donner une réponse précise là. Enfin, je ne sais pas si... Pour toutes les personnes qui figurent dans un fichier. Donc c'est monstrueux comme travail. Exactement. Oui. Ça, c'est une très bonne conclusion. Techniquement, ça va être très dur. Enfin, oui, enfin, pour essayer de répondre à votre question, d'un point de vue technique, ça va être compliqué. Enfin, je ne vous le cache pas, quoi. Enfin, clairement, à ce niveau-là, si on pense que la donnée personnelle, elle est juste dans une base de données, qu'il suffit d'effacer l'entrée dans la base de données, enfin voilà, c'est effectivement, mais souvent, effectivement, on a énormément de données qui est répartie un peu partout et qui est parfois, effectivement, en plus été confiée à des sous-traitants, etc., etc. Donc c'est ça qui est très complexe. Après, tout dépendra finalement de la taille de votre entreprise, la taille et finalement comment vous gérez. Tout le travail, en fait, normalement, aurait dû être fait auparavant dans la cartographie, finalement. C'est finalement où je mets mes données, quel type de données, comment finalement je transmets ces données, à qui, etc., etc. C'est vraiment ça en fait qui est important et c'est la base, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, mais c'est vraiment ça la base de tout, c'est cartographier et c'est là où en fait il y a un gros travail à faire. Alors soit vous-même, soit au travers en fait de sociétés qui vont venir faire des audits chez vous, mais c'est vraiment voilà, il faut commencer par ça quoi, quelque part. Après c'est mise en place de moyens quoi, je dirais, pour essayer de sécuriser tout ça, pour voilà, faire en sorte, bon bah voilà, aujourd'hui j'avais mon serveur base de données qui était finalement au même niveau que tous mes utilisateurs, bon bah dans mon réseau je vais essayer déjà de l'isoler un petit peu plus, faire attention à qui a accès à ça, etc. etc. quoi. Et au tout départ, c'est d'abord en fait cartographier. D'autres questions? Oui, j'arrive. Pour l'instant, je vais peut-être rajouter juste une petite philosophie qu'on a chez Kaspersky, c'est une espèce de faire un millefeuille de sécurité. C'est-à-dire qu'il faut empiler un maximum de couches de sécurité. Hein, vous l'avez compris, vous avez des couches de sécurité en amont. Vous en avez au niveau du poste de travail, du serveur, des smartphones, etc. Et on va essayer d'empiler un maximum de couches de sécurité sur différents sujets parce que forcément, vous allez être attaqué, c'est sûr, c'est juste savoir quand. Et le truc, c'est essayer de, même si le hacker casse la première couche, la deuxième couche, essayer voilà, d'avoir une multitude de couches de sécurité pour vraiment intercepter à un moment donné le hacker et qu'il n'arrive pas jusqu'à la donnée. Alors, moi j'ai une question concernant les sous-traitants. Je voulais savoir ce qu'on était en mesure d'exiger en termes d'engagement des sous-traitants, parce que c'est un vrai sujet. Est-ce que c'est juste une
une part de confiance? Est-ce qu'on peut exiger d'un sous-traitant un certificat de respect des RGPD? En tout cas, comment on peut se couvrir de ce risque dans le cadre de travailler avec un ou plusieurs sous-traitants? Monsieur Picard, Société Fora, pardon. Alors juste avant de passer la parole, ça me fait penser vraiment au cas de TV5 Monde. Je ne sais pas si tout le monde a à l'esprit ça. Le point d'entrée, c'était un sous-traitant, en effet. Voilà, c'était juste pour signaler ça. Alors la réponse, vous la trouverez à l'article 28 du GDPR. Non, je plaisante. Non, je plaisante pas du tout parce qu'en fait l'article sous-traitant il fait une page et demie. Donc il y a plein de choses que vous pouvez exiger de vos sous-traitants. La première, c'est d'abord, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est d'avoir des gens en face, c'est d'avoir des partenaires de confiance. Comment on fait pour avoir des partenaires de confiance? Déjà des histoires de renommée, de réputation. Il y a aussi surtout des gens qui vont respecter des techniques. Et puis c'est un peu de bon sens. Hein. Le type qui est recommandé par tout le monde, et c'est différent du sous-traitant chinois dont on n'a jamais entendu parler, juste parce que le firewall il coûte 100 fois moins cher que celui des autres. Bon, ça il faut se mettre un petit peu la puce à l'oreille. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On signe des contrats avec ces sous-traitants où on leur demande de respecter les exigences de sécurité imposées par le GDPR. Alors, je ne vais pas tous vous les lire, hein, mais vous voyez, vous pouvez exiger par exemple de votre sous-traitant qu'il ne traite des données personnelles que sur vos instructions. Il n'est pas censé en faire ce qu'il veut. Il ne fait avec vos données que ce que vous lui avez demandé de faire. Donc vous réservez le traitement de ces données pour l'exécution du contrat, pour les instructions que vous lui avez données. Vous pouvez lui demander de prendre toutes les mesures de sécurité requises. Alors, on n'en a pas parlé suffisamment, mais en droit, c'est les mesures de sécurité requises, c'est par exemple la pseudonymisation, c'est par exemple l'anonymisation, c'est par exemple la cryptographie des données, c'est par exemple la minimisation des données. Ça, c'est très 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 important. On a parlé plusieurs fois du privacy by design, du privacy by default. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne collecte pas tout et n'importe quoi comme données en permanence. Si j'en ai pas besoin, je ne les collecte pas. Je prends ce qui est strictement nécessaire. Je peux demander à mon sous-traitant qu'il m'informe. Ça, c'est très important aussi. S'il a une faille de sécurité, s'il y a une violation de ces données, il doit m'informer. Il doit prendre les mesures très vite, dans des délais raisonnables. Prendre tout de suite les mesures pour colmater la brèche. Me permettre, moi, d'exécuter mes propres obligations, c'est-à-dire notifier l'autorité de contrôle dans les 72 heures, on en a parlé tout à l'heure, notifier mes utilisateurs. Vous voyez, la panoplie en fait, des exigences et des obligations que vous pouvez répercuter sur vos sous-traitants est large, mais il faut quand même être très vigilant parce que le responsable sera toujours tenu comme responsable. Donc après, voilà, c'est de la mécanique contractuelle, on pourra y revenir plus dans le détail, mais il faut effectivement être vigilant, c'est effectivement un point d'attention au titre du GDPR, mais déjà actuellement. Juste 3 mots, et puis après je vais repasser le micro, mais d'un point de vue technique, il y a 3 questions à se poser. Où sont mes datas? Comme le disait Sébastien, en fait, c'est bête comme chou, mais comment sont entreposées les datas? Quels sont les points d'accès physiques pour les données? Et moi qui ai travaillé il y a quelques années dans les télécoms, une chose extrêmement bête auquel on n'aura jamais pensé, lorsque les équipements tournent, comment sont revendus, comment les disques durs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez beau effacer votre disque dur, il y a des moyens d'aller quand même récupérer les données qui étaient dessus. Donc, hormis mettre un bon coup de perceuse dedans et le fracasser, après il y a d'autres choses aussi, mettre des 0 et des 1, etc. Mais voilà, si vous avez les bons outils, vous pourrez toujours récupérer des bribes de choses. Mais posez-vous réellement les questions. Voilà, vos données sont chez une partie tiers. Comment sont-elles entreposées? C'est pas uniquement la sécurité informatique, mais également vous avez beaucoup d'entreprises où il y a des casses où tout simplement les gens viennent se brancher directement dessus. Une question toute bête, vous êtes dans une entreprise, un hébergeur, je vous donne un exemple simple, les commerciaux, allez tiens, je vous donne un exemple de chez moi, je suis dans Rouen, on a une super boîte, vraiment une super boîte chez nous, qui fait du big data, tiens, s'ils voient la vidéo Creative Data, salut, Creative Data, il y a quelques années, sont allés au CES,
Et l'État français leur ont dit bah, faites attention parce que CES, il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent avoir accès à vos machines, qui peuvent éventuellement mettre ce qu'ils veulent dessus, etc. etc. Posez-vous une question simple. Vos datas sont chez un hébergeur, les commerciaux de cet hébergeur vont au CES ou s'il y a un trade show aux États-Unis. Bah, qu'est-ce qu'ils ont sur leur machine? Si quelqu'un accède à leur machine, est-ce qu'ils peuvent accéder à vos données de vos clients parce que bah, vos données sont sur un serveur et c'est accessible via cet ordinateur? Enfin, il y a un certain nombre de choses où il y a une paranoïa, si je puis dire, à avoir vis-à-vis de vos prestataires pour que tout soit étanche. Parce que, bah, au bout d'un moment, dès que vous rentrez par un trou de souris, cette fameuse TV5 Monde, c'est juste hallucinant, quoi. Ils ont réussi à bloquer le signal. Enfin, on se dit, comment c'est possible, quoi? C'est un Batman, quoi, ce qui s'est passé. Donc posez-vous vraiment la question là-dessus, ça va très très loin. Les contrats, oui, mais soyez... et ayez des critères, en fait. Ayez des critères, parce qu'on peut vous faire signer ce qu'on veut, mais est-ce qu'il y a un pen test? Où sont les données? Comment on a accès au serveur au niveau des données? Lorsqu'il y a du churn au niveau des équipements, comment sont dégagés les équipements? Parce qu'il faut savoir, c'est que les brokers rachètent les équipements. Soit ça part, soit c'est redémonté, on récupère le cuivre, etc. Soit, si les équipements fonctionnent encore, ils sont revendus soit dans d'autres pays, soit à d'autres prestataires. Posez-vous les questions. Vos datas ont une vie. Et posez-vous surtout la question, combien de temps vos datas restent stockées? Alors si c'est vous qui louez un serveur, c'est vous qui avez la maîtrise. Mais si vous utilisez par exemple un outil marketing automation, vous avez beau fermer votre compte, je suis quasi sûr, et c'est le cas chez Google, et voilà, je suis sûr que vos données resteront parce qu'elles seront utilisées pour des statistiques et autres. Voilà, tout simplement. Et puis, juste j'ajoute 2 mots. Qu'est-ce que vous pouvez exiger pour répondre concrètement à la question? Vous pouvez exiger que les données soient hébergées en Europe, par exemple dans l'Union européenne, en France, et vous pouvez exiger sur justement la durée de conservation qu'elle soit effacée complètement, avec un audit, un PV, qui atteste de l'effacement total et complet des données, ou alors qu'elles vous soient restituées, ou les deux. D'autres questions peut-être? Oui. Non, d'autres questions? Peut-être autre que juridique sur des logiciels peut-être? Oui, peut-être, oui. Profitez-en. Oui. Antoine Combet, de Railway. En cas d'une demande d'effacement de données, un client qui demande d'effacer des données, lorsque les données sont archivées pour des questions de facturation, de contrôle, et qu'on ne peut pas les mettre hors, les effacer entièrement, qu'est-ce qui va être prévu pour ça, si on doit les effacer réellement ou on ne peut pas juridiquement parce que si on a un contrôle la contrainte légale de la conservation des données versus la contrainte d'effacer le droit à l'oubli. En gros, qu'est-ce qui va être le plus haut, si c'est le contrôle URSSAF, le contrôle fiscal ou qui va empêcher? Si la loi vous impose de garder vos données, vous les gardez. Vous parlez de stockage à froid, genre sur des bandes, truc du genre? Non, d'archivage de données la règle générale, après... quelqu'un qui veut se faire oublier demande de plus avoir... C'est comme pour les logs, hein, on doit conserver les logs. Je veux dire, même si effectivement à un moment donné il y a un employé qui part de votre société qui dit moi je voudrais mes données, mes logs, etc. soient effacés, vous devez les conserver, ces logs. Enfin voilà, c'est légalement, c'est pareil pour tout quoi, finalement. Donc les données en fait qu'on vous demande de conserver dans un cadre légal, vous devez les conserver en fait pour la durée légale qui est demandée quoi. Donc si c'est 1 an pour les logs, après pour d'autres des informations financières ou autres, voilà, il faut là-dessus on ne pouvait pas aller contre ça quoi, dans tous les cas. Donc on ne peut pas restituer les données à la personne. Vous ne pouvez pas restituer l'intégralité des données, tout dépend. Après tout dépend quelles sont ces données, mais des données structurées dans une base de données qui concerne en fait l'identité de la personne, etc. Voilà, le fichier client finalement, client qui vous dit je voudrais que vous m'effaciez finalement de votre fichier client. Or, facturation, etc., les données, pour en parler, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, de plus lui envoyer d'emailing, par exemple, des choses comme ça. Ça, je pense que voilà, il faut l'effacer de votre base d'emailing, tout simplement.
J'ai une deuxième question, si je peux. On a le problème des smartphones qui arrivent de plus en plus, où les gens synchronisent leur messagerie sur des téléphones personnels, des tablettes. L'entreprise protège ses périphériques, mais qu'est-ce qu'il en est de ces données qui pourraient être volées sur des téléphones personnels, où l'entreprise n'est pas responsable du vol de données? L'entreprise est responsable de donner le droit de synchroniser ou pas. D'un point de vue technique, aujourd'hui on ne peut pas tout faire sur les smartphones et les tablettes parce que tout simplement les constructeurs brident un petit peu les éditeurs comme nous par rapport à ce qu'on peut faire. Aujourd'hui ce qu'on peut faire c'est créer des containers. Donc un container c'est quoi? C'est un logiciel qui est surprotégé. Donc il est un petit peu séparé des autres logiciels et on va pouvoir donc lui demander par exemple une deuxième authentification sur ce logiciel. On va pouvoir supprimer à distance ce container. Si ça ne suffit pas, on pourra bien sûr géolocaliser le téléphone, on pourra par exemple faire sonner une alarme si on l'a perdu, on pourra le formater si vraiment il n'y a pas d'autre solution. Et après bien sûr on peut faire tout un tas de bridage autour de ce matériel. Donc on peut également lui interdire par exemple des catégories d'applications. Donc on va lui dire par exemple sur ce téléphone, c'est un téléphone pro ou une tablette pro, tu ne peux pas installer des applications de type réseaux sociaux. Tu ne peux pas installer des applications de type jeux vidéo, etc. Donc ça après on va faire, voilà, on pourra pouvoir soit brider le matériel, soit le trouver, soit le formater, soit le restaurer complètement. Mais après au niveau de la donnée, ça c'est autre chose. Non, mais effectivement, concernant tout ce qui est on va dire, smartphone, tablette, etc., dès que l'entreprise fournit en fait ces outils-là, il faut aussi que l'entreprise se munisse d'un outil effectivement qui puisse les contrôler, les gérer. Donc gérer la flotte dans son ensemble et être capable effectivement de pouvoir les effacer à distance en cas de perte ou de vol. Voilà. Donc ça c'est effectivement, et également c'est des outils qui doivent vous permettre aussi normalement de renforcer la sécurité dessus, c'est-à-dire demander à ce qu'obligatoirement chaque téléphone puisse être verrouillé. Voilà, donc, où chaque tablette, etc., puisse être verrouillée avec une force de mot de passe ou de code en fait, spécifique. Donc ça, c'est essentiel. Après, effectivement, en réalité, il n'y a pas une solution, c'est comme sur les postes de travail, c'est comme pour tout, hein, je veux dire, comme Sébastien le disait tout à l'heure, c'est un millefeuille. Hein. Donc il y a différentes solutions, après peu importe que vous soyez sur l'Android, sur l'iOS, etc., effectivement il y a des choses qui sont plus ou moins existantes suivant les OS. Mais voilà, après pour protéger la donnée à proprement parler, qui transite potentiellement en fait par le smartphone, typiquement nous on propose aussi une solution en fait qui est de chiffrer, d'être capable de chiffrer ou déchiffrer la donnée sur le smartphone. Donc on a cette possibilité-là. Je ne parle pas encore de la messagerie, où là c'est encore autre chose, puisque c'était un peu la question, mais on peut aussi potentiellement mettre en place des solutions effectivement pour pourquoi pas chiffrer la transmission de données, mais à un moment donné effectivement la donnée qui va être sur le téléphone, le mail en fait à un moment donné elle va être lisible. Donc là pour ça effectivement on en revient à comment je fais pour sécuriser l'accès à ce smartphone et comment je fais en fait pour le contrôler à distance en cas de perte ou de vol. Voilà, donc c'est des outils à mettre en place, c'est une succession d'outils. Donc l'outil c'est le Mobile Device Management en fait, la technologie qui Oui, tout à fait, le MDM. Je voudrais juste rajouter un petit mot sur ça, il y a des outils, mais avant il faut réfléchir en fait à un processus, voyez, de sécurité. Ce que vous êtes en train de décrire, ça s'appelle le Bring Your Own Device. Ça veut dire, je viens avec mon téléphone perso dans l'entreprise. Ça coûte moins cher, hein, pour la société, clairement, puisque chaque salarié vient avec son téléphone. Si vous l'autorisez au sein de l'entreprise, vous devez le sécuriser. Le sécuriser d'abord par une charte, par des logiciels, par des outils. Si vous ne l'autorisez pas, vous mettez les outils appropriés et adéquats. Vous voyez, mais il faut d'abord, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment réfléchir à un processus général de sécurité des données au sein de l'entreprise. Et après, une fois que vous aurez réfléchi à ce processus, vous l'appliquerez branche par branche, secteur par secteur, matériel par matériel, outil par outil. Vous voyez ? Oui. Bonjour, Société Suche. Je rebondis sur la question précédente par rapport aux outils au smartphone. Aujourd'hui en interne, on a Office 365. Ça permet aux collaborateurs de se connecter à distance sur son téléphone personnel, sur son ordinateur personnel, puisqu'il y a un certain nombre d'accès. C'est-à-dire que le collaborateur qui sort de l'entreprise, il garde un historique des messageries, des informations. Comment, à distance, est-ce qu'il y a des possibilités pour supprimer toutes ces informations-là? Parce que si c'est sur un ordinateur personnel, on a beaucoup coupé l'accès.
Très bien, la messagerie n'arrivera plus, le flux d'informations n'arrivera plus, mais il y a toujours un stockage précédent. Est-ce qu'il y a des moyens qui existent, techniques, pour intervenir? Techniquement, oui, mais après, je suis pas sûr que ça soit légal. Parce que, non, parce que accéder à un collaborateur part, est-ce que vous avez vraiment le droit d'accéder à son matériel? Non. On a un flux d'informations qui est externe. Oui, certes, ça vous coupez, pas de problème. Par contre, après, on est à la limite du hacking, là. S'il est parti avec son matériel sur l'ordinateur, y accéder dessus, c'est un petit peu tendu, quand même. En fait, il faut l'avoir prévu avant. Faut l'avoir prévu avant. Cache au début. Il faut l'avoir prévu avant, en fait. Enfin, globalement, à ce moment-là, il est déjà presque trop tard, quelque part. Si vous avez de la donnée effectivement sensible qui est sortie de votre entreprise et qui est arrivée en fait sur l'ordinateur personnel d'un collaborateur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché dans la partie cartographie finalement de la donnée. C'est pas normal quelque part. Cette donnée sensible, en fait, elle doit être protégée au sein de l'entreprise, elle ne doit pas sortir. Après, effectivement, il existe des outils pour regarder un petit peu ce qui se passe. Que la donnée soit au sein de l'entreprise ou qu'elle soit dans le cloud. Donc dans le cloud, il existe aussi, effectivement, on commence à voir arriver en fait, des outils en fait, qu'on appelle des CASB, qui permettent finalement de savoir, quand je mets en place un outil cloud type Office 365, qu'est-ce que font mes utilisateurs finalement par rapport à cet outil-là, et comment cette donnée en fait sort ou entre en fait au niveau de cet outil-là. Mais globalement, voilà, effectivement, le cloud amène effectivement énormément de questions, parce que les solutions techniques, il n'y en a pas tant que ça finalement aujourd'hui par rapport au cloud. Le fait qu'effectivement mes données soient accessibles de partout. Alors on parle d'Office 365, mais on pourrait parler de Salesforce, on pourrait parler d'énormément d'outils comme ça qui sont accessibles de n'importe où. L'essentiel finalement, on en revient toujours là, c'est de tracer et de vérifier en fait qui a accès à quoi, et d'être capable à un moment donné de dire cette donnée-là, elle est sortie de mon entreprise par tel billet, c'est pas normal, et dans ces cas-là, en fait, voilà, d'essayer de remonter un peu le fil comme ça. Par contre, effectivement, aller récupérer la donnée qui aurait été extraite en fait sur un ordinateur personnel, aujourd'hui, je veux dire, voilà, il n'y a pas de possibilité technique réelle pour le faire, quoi. En tout cas, pas dans un cadre légal, effectivement. On peut quand même prévoir l'obligation dans le contrat de travail ou dans la rupture conventionnelle. Tout à fait, tout à fait. Oui, mais il y a une charte juridique et une charte informatique. Vous les récupérez pas. L'importance de la charte informatique, mais bon, qui va la respecter, ça c'est un autre. Il en faut déjà une. Il en faut déjà une. D'autres questions peut-être? Oui, j'arrive. Et après on essaiera de conclure. On sera bien sûr disponible après, en off, pour répondre à d'autres questions. Oui, bonjour, je suis Ami Aubin, de Biotech. Moi, j'avais plus une question concernant la réaction ou les actions à mener qui peut nous accompagner en cas de litige. Par exemple, si on utilisait une solution, un éditeur tiers, pour lieu, qui lui-même modifie ses CGU, et pour des raisons stratégiques internes, il modifie l'hébergement. Soit parce que pour des questions législatives ou juridiques, son data center est délocalisé en Inde, d'autres. Nous avons la responsabilité, en étant client, mais comment la mettre en place, la respecter? Le sous-traitant, il ne peut pas sous-traiter sans votre accord. Après, il y a des contrats, on peut parler pendant 1 heure de chacune de vos questions et de chacun des sujets. Mais la base, c'est que le sous-traitant, il doit vous dire à qui il a sous-traité. Et s'il modifie son sous-traitant, il doit vous en informer. Et en général, moi c'est ce que j'écris dans mes contrats, pour changer de sous-traitant, il doit avoir l'accord préalable du responsable de traitement. Donc, s'il n'a pas d'accord, c'est pas légal, c'est une histoire, donc il est responsable de tout. Alors après, c'est toujours pareil, s'il est en Inde ou en Chine, comment on fait pour l'attraper, comment on fait pour activer les assurances, c'est toujours les mêmes problématiques, je ne pourrais pas vous répondre en 2 phrases. Mais à partir du moment où il vous en a informé, soit vous concluez un contrat directement avec le sous-traitant, soit vous imposez au sous-traitant de devenir le responsable du traitant pour la partie sous-traitement en dehors de l'Union européenne, soit vous lui dites que cette manière de travailler n'est pas conforme au GDPR que vous connaissez désormais par cœur, et vous lui donnez un préavis de résiliation, vous exercez votre processus d'irréversibilité que évidemment vous avez prévu dans votre contrat initialement, et puis vous prenez un prestataire de confiance, soit en Europe, soit aux États-Unis, on connaît, mais
soit ceux qui sont autour de la table. Non mais voilà, parfois il faut aussi être radical. Et justement, c'était un des mots de ma conclusion, mais je vais vous le dire maintenant. Il faut prendre aussi cette mise en œuvre du GDPR comme une opportunité. Une opportunité de redorer son image auprès de ses clients, de bien prendre en compte les intérêts de ses clients et de remodeler en interne certains sujets. Vous voyez ça par exemple, aujourd'hui, grâce au GDPR et à ces sanctions complètement démesurées, on va se le dire, aujourd'hui les sujets par exemple de contrat avec les sous-traitants, de localisation des données, de mapping, de cartographie, viennent sur la table. Et bien saisissons-nous des sujets, je veux dire c'est le moment quoi. Enfin, vous allez avoir les budgets, on a les métiers, on a les outils logiciels, profitons-en pour faire table nette et procéder à des traitements qui sont licites et légaux pour différentes raisons. Ça permettra d'améliorer la productivité en interne, parce que chacun pourra être au courant de sa responsabilité, un meilleur partage des responsabilités, un meilleur traitement des demandes de vos clients, une plus grande efficacité. Profitons-en, au lieu d'y voir un simple règlement rébarbatif avec ses 98 clauses qui ne pompent l'air, profitons-en en interne, dans nos entreprises, et tous, ça commence par nous, nous on a fait un audit GDPR pour voir qu'on était bien compliant en interne. Donc profitons-en pour trouver de la valeur ajoutée à l'application de ce règlement. Je pense que ce sera mon mot de conclusion. Oui, un mot très court, parce que du coup, ce que tu as dit, oui. Du fait, oui, il faut vraiment le prendre comme quelque chose où, justement, vous allez vous poser les questions. Je rappelle juste que l'année dernière, une entreprise sur deux a été la cible d'une attaque. Donc, globalement, en France. Donc, globalement, vous serez de toute façon attaqué un jour ou l'autre. Donc, autant être étanche. Dans le cas où, malheureusement, l'attaque serait un succès, que vous ayez assaini, en fait, les données, puisque on va dire une clause très importante, c'est que on va consommer, puisqu'aujourd'hui on parle de stockage, mais en fait on la consomme, la donnée, on la stocke, mais on la consomme. On va consommer de la donnée uniquement dont on a besoin. Ça ne sert à rien de stocker 10 000 choses sur un utilisateur si vous utilisez 3 données. Donc, et surtout, voilà, essayer de réduire la couverture d'attaque, parce qu'on en parle peu, mais allez voir notamment sur LinkedIn, GDPR c'est européen. Moi qui, vous l'avez peut-être vu, du coup, étant aussi dans la cybersécurité, mais vous allez voir en fait ce qui se passe aux États-Unis dès le mois de mai, ce qu'on appelle les class action, c'est que vous avez déjà des boîtes qui listent, eux ils sont pas bons, eux ils sont pas bons, eux ils sont pas bons, vous avez une armée d'avocats qui va arriver. Moi je pense que ça va être le cas au total, je pense que les avocats vont y aller très très fort, parce que 1 c'est légal, 2 ça va dans le bon sens pour toutes les entreprises, et ça sera également un levier, on va dire, de concurrence. Très clairement, je pense que les gros concurrents entre eux ne vont pas se faire de cadeaux. Donc, ouais, soyez couverts avant que ça arrive, je pense. Oui, vas-y. Si on devait conclure en 7 points sur tout ce que j'ai entendu, moi j'ai noté, pour se mettre en conformité, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que vous voulez revenir dessus ou... Moi j'ai noté, il faut cartographier les données, les traitements. La cartographie, très important. Les flux. Les flux de données. Définir une méthode de mise en place de la conformité en définissant les objectifs prioritaires. D'accord? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que je dois faire? Sensibiliser les équipes. La formation entre la chaise et le bureau, comme on dit. Désigner ou pas un DPO. Pouvoir former les DSI, les directeurs juridiques pour quelqu'un qui soit référent dans l'entreprise. Mettre en place des bonnes mesures de sécurité, souvent techniques, avec des prestataires sérieux. Gérer les sous-traitants, les gérer et en prendre des sérieux aussi. Et surtout documenter sa conformité. Effectivement, la charte, la fameuse charte, il faut prévoir l'avenir en fait. Possibilité aussi d'avoir recours à des outils de suivi, de traçabilité. On en a parlé aussi tout à l'heure. Il faut des logs, il faut pouvoir justifier. C'est une obligation de moyens, pas forcément de résultats, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut mettre en place les outils techniques et les moyens pour pouvoir peut-être se défendre aussi en cas de souci. Voilà. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur tout ça?
Donc je pense que, venant un petit peu voyant ça de l'extérieur, moi je pense qu'il y a eu un petit peu d'inégalité quand même, parce que vous avez les grands comptes, les grosses sociétés qui vont, pour moi, avoir cet aspect-là assez facilement pris en compte, et les plus petites structures, donc PME, TPE, là ça va être un petit peu plus compliqué. Donc là vous avez la chance d'avoir 3 éditeurs, constructeurs connus, reconnus. Alors on a tous une gamme assez complète, donc il y a des choses qu'on fait en commun. On a quand même des spécialités, hein. On a vraiment aujourd'hui toute la partie flux mail qui va être vraiment interceptée pour ne laisser passer que le flux sain. On a la partie firewall, et nous, Kaspersky, on fait beaucoup de choses, mais je ferai peut-être le focus sur le endpoint. Le endpoint, c'est-à-dire le matériel final. Ça, c'est très important d'avoir une excellente protection sur le matériel final, puisqu'il y a toute la partie nomadisme, télétravailleurs, etc. Et que finalement, c'est la dernière brique. Donc si le malware est passé, la dernière brique qu'il interceptera, c'est vraiment au niveau du poste de travail, ce qu'on appelle le endpoint, également au niveau des serveurs et des smartphones. Voilà, donc c'est juste ma même conclusion, c'est que voilà, vous avez aujourd'hui ici 3 éditeurs constructeurs qui font aussi bien de la TPE que du grand compte, et qui ont des technos connus et reconnus au niveau mondial. Je vais essayer de conclure aussi. Donc, encore une fois, enfin, on l'a déjà dit, mais encore une fois, c'est une obligation de moyens. Hein, donc, ce qu'on vous demande dans le cadre de la GDPR. Donc, finalement, c'est quels moyens vous allez mettre en œuvre au sein de votre entreprise, finalement, pour vous sécuriser, pour sécuriser les données. Donc, la plupart du temps, c'est des choses que vous avez déjà en réalité. Hein. Donc, c'est peut-être juste, en fait, comment réorganiser un petit peu les choses, bien réfléchir, finalement, quelles sont les règles de sécurité que j'ai mis en place, où est ma donnée, comment je l'ai protégée. Voilà, c'est peut-être juste repenser un peu les choses. C'est l'occasion, je pense, de remettre un petit peu les choses à plat, de réfléchir en termes d'organisation au sein de l'entreprise, finalement, comment je m'organise et comment est gérer ma donnée, tout simplement, au sein de mon entreprise. Donc c'est, je pense, d'abord quelque chose d'assez simple au départ. En sortant d'ici, c'est pas la peine de courir vers nous en disant absolument, bon ça parce que vous n'avez pas de firewall, hein, mais je veux acheter un truc, il me faut un truc, enfin voilà, c'est bon, j'ai pas la solution miracle à vous vendre, donc voilà, c'est encore une fois, comme on l'a dit, c'est un ensemble de choses, donc c'est une obligation de moyens, c'est finalement comment faire ça. Voilà, donc voilà, nous on a des solutions à vous proposer, des solutions techniques. Donc encore une fois, hein, à vous proposer effectivement pour vous aider autour de ça, donc soit sur encore une fois de l'existant, soit effectivement si vous pensez qu'il y a nécessité d'aller encore au-delà, si par exemple vous pensez dans le cadre d'une entreprise qui a de la donnée critique, sensible, qui a besoin potentiellement d'être chiffrée, par exemple, bon, ça peut être une solution. Si vous pensez ne pas être correctement protégé pour tel ou tel autre périmètre, il ne faut pas hésiter effectivement à bien le voir. Mais je pense, en tout cas, ça fait quand même pas mal de temps qu'on fait de la sécurité, hein, avec Extreme IT, avec tout un tas d'autres partenaires. Bon, voilà, globalement, on arrive à un bon niveau de sécurisation et encore une fois, les contraintes en fait qui sont amenées par RGPD étaient les contraintes d'hier, donc c'est finalement juste une évolution plutôt qu'une révolution. Voilà. Je laisse peut-être le mot de la fin à Juliette, non? Tu n'as rien à rajouter? Juste un petit mot discrètement. Les questions que vous posez, vous n'êtes pas les seuls à vous les poser. Nous, nos clients, nous les posent tous les matins. On a monté des programmes pour aider à répondre de manière simple, qui va du TPE, de la TPE au grand groupe. Et là où Quentin a raison, c'est que n'oubliez jamais que ce n'est pas une révolution, mais simplement une évolution. Les principes, ils existaient déjà pour la plupart. Il y en a certains qui sont renforcés. Hein. Mais vous avez déjà tous, chacun, à votre niveau, mis en place des mesures pour protéger vos données. Voilà. Donc, partez de l'existant, cartographiez, et vérifiez après, une fois que vous avez identifié chacune de vos obligations, si vous êtes conforme ou pas. Et il y a des gens qui sont capables de vous aider dans la logique de TPE, PME, sécurité, contrat, tout ça, on parle. Le plus important, c'est toujours de parler le même langage. On va s'arrêter sur ces belles paroles. Il me reste à remercier les intervenants, notre animateur pour la qualité de cette table ronde. Vous remercier
très peu de personnes qui sont parties avant la fin, mais c'est top, le sujet était préoccupant. Il fait un peu chaud, donc on peut encore aller se rafraîchir et boire quelque chose et répondre à vos dernières questions. Je vous donne rendez-vous sur nos différents réseaux sociaux, sur notre blog. On relaye régulièrement de l'information. On a encore relayé un tweet, enfin, on a retweeté, pardon, une information de la CNIL. En ce moment, il y a des PME, des commerçants, des artisans qui sont appelés par des sociétés les plus scrupuleuses, qui promettent de mondes et merveilles, ils disent appelez ce numéro surtaxé, ou rappelez-nous, on va collecter vos données, et on va vous rappeler, on va vous aider à vous mettre en conformité. On est agréé par la CNIL. C'est totalement faux. Si vous avez des doutes, si vous êtes appelé, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez appeler directement la CNIL, qui vous mettra en garde sur ces mauvaises pratiques. Juste une dernière pub. On peut vous accompagner sur la gestion de vos réseaux sociaux. Je parlais de blog tout à l'heure, mais on fait aussi de l'accompagnement sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas. Merci encore. À très bientôt. Au revoir.